Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur cette autre édition de Cartes sur table. Le sous-préfet de Ouabanedal, Libialem, Chi Augustin Nouna Ngam, a été enlevé pendant plusieurs heures cet après-midi. Et grâce à l'action conjuguée armée, chefs traditionnels et population, le chef de terre a été retrouvé en même temps qu'une douzaine d'expatriés de diverses nationalités ont également été libérés. Pendant ce temps, à Yaoundé, l'ambassadeur des États-Unis a consulté des hommes politiques, des personnalités de la société civile, religieux, organisations non gouvernementales, organisations de défense des droits de l'homme, pour trouver des solutions à la crise anglophone. Cette crise est donc au menu ce soir. Nous allons mettre un accent sur les réfugiés camerounais qui sont de plus en plus nombreux au Nigeria. Au 20 mars, on en dénombrait près de 20 191. C'est sûr qu'entre-temps, le nombre a évolué. Ces réfugiés donc sont presque essentiellement issus des régions du nord-ouest et du sud-ouest, vous le savez, en proie à la crise. Autre chose dont on parlera ce soir, en attendant la publication des résultats des élections sénatoriales au plus tard le 9 avril prochain, et ce au moment où le contentieux électoral est définitivement évacué. Nous allons donc évaluer le cadre électoral camerounais dans la perspective des futures échéances. Et enfin, l'échange contradictoire portera en fin d'émission sur les méthodes et les moyens déployés par cette autre phase de l'opération Épervier. Robert Mouté-Ambassa compte parmi les invités de l'RDPC. Bonsoir Robert. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Nous espérons être à la hauteur des thèmes de ce soir et essayer d'éclairer un peu plus, chaque jour davantage, nos téléspectateurs, les téléspectateurs de STV, qui est une télé qui monte et qui monte. Philippe Nanga, bonsoir. Vous êtes de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir. Bonsoir, salut à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de partager avec l'opinion nationale et internationale du regard de la société civile sur les questions sociales, politiques et économiques. Et puis il est difficile de parler de la crise anglophone sans y associer Elie Smith. Bonsoir, vous êtes journaliste. Bonsoir, c'est un plaisir de m'inviter et bonsoir aux téléspectateurs. On va donc prendre la première transition et embrayer avec le thème numéro 1, crise anglophone, que fait-on des réfugiés? Alors, je vais peut-être commencer par vous, Elie Smith. Je voudrais préciser qu'il y a un passé relativement récent, 1 ou 2 semaines, vous avez fait pratiquement le tour des zones concernées par la crise anglophone. Pourriez-vous nous faire ce soir un état des lieux de la situation sur zone? Merci. Je crois que la situation est en train de se détériorer, contrairement à ce que les membres du gouvernement et d'autres individus peuvent dire. Et que c'est la faute, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas, on va toujours parler la même chose chaque fois. La faute, principalement, c'est le gouvernement qui n'a pas voulu négocier. Le Cameroun nous appartient tous, il n'y a pas ni de vainqueurs ni de vaincus. Ça, c'est dans les provinces du nord-est et du sud-ouest, et même aussi à l'extérieur. C'est tout à fait écœurant de voir que beaucoup de Camerounais, le nombre de Camerounais qui viennent au Nigeria augmente. Ils sont dans 5 États, dans les États, même jusqu'à l'État de Lagos, Edo, Rivers State, Akwa Ibom, Taraba, là où on avait d'abord arrêté les soi-disant membres de Manu Freedom Fighters, quelque chose comme ça. Donc, on est arrivé à un moment où même l'État de Edo a même donné la terre, une portion de terre pour élargir le camp des réfugiés camerounais qui sont là-bas. Ils sont au nombre de 21 000, mais comme c'est chaque 2 mois qu'on fait le recensement, je crois que on va peut-être avoir le double de ce chiffre. Et puis, ils ne sont pas assistés par le gouvernement camerounais, c'est quand même bizarre, parce que c'est des Camerounais, mais par les organisations non gouvernementales des Nations Unies et puis par la communauté anglophone du nord-ouest et du sud-ouest qui sont à l'extérieur. C'est eux qui viennent en aide aux populations de réfugiés. Et aussi, c'est là où j'ai saisi l'occasion pour remercier
l'État de Akwa Ibom ou tous les États et de River State et la communauté nigériane qui ont montré leur fraternité vis-à-vis des réfugiés camerounais. Alors pour revenir un peu en un mot, si on se concentre davantage sur les zones plus ou moins chaudes en ce moment, le Lébialem, le Ndjang, quelle est la situation réelle? La Mémé? La Mémé, oui. Bon, dans le Ndian, la Mémé et le Lébialem, ça met en déroute la stratégie tribalo-régionaliste du gouvernement camerounais qui a toujours cru que l'axe principal qui doit vivre, il disait que si Douala, Victoria, il n'y a pas de problème, donc en l'occurrence le littoral, le sud-ouest, et que le sud-ouest c'est un peu plus calme, que les gens du nord-ouest voient que c'était à Chifo, parce que les anglophones savent que quand vous êtes anglophone, que vous soyez du nord-ouest ou du sud-ouest, le traitement est le même. Donc les régions de la Mémé, une partie est presque perdue pour le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, prenez votre temps, allez à New Bell, il y a une place qu'on appelle Ngangso à la marché, plantain. Demandez aux femmes là qui viennent vendre le plantain, maintenant on les raquette. Eux, ils payent 100 000 francs par chacun pour qu'on accepte que les véhicules quittent de leur localité pour arriver à Douala. Et ce sont les qui? Ce sont soit les Manu Ghost Warriors, soit les Amazonian Freedom Fighters, dont un panoplie de groupes rebelles qui sont là. Donc, je peux dire que le Lébialem, il y a eu une nouvelle groupe on les appelle les Lébialem Amba Dragons. Donc, chaque jour, il y a une certaine émergence de nouvelles groupuscules. Et tout ça, c'est tout simplement parce que nous avions des individus qui n'ont pas vu bien à négocier avec leurs propres concitoyens. Vous faites une idée également de la situation, Robert Moutabassa? Merci pour la question, mais avant de donner une réponse à cette question, je voudrais déjà féliciter, je peux dire, la méthode à Tanganyika sur le terrain. Parce que vous voyez, on a pris un sous-préfet, quelques heures après, il a été libéré. Le fait d'aller vers les populations, rencontrer les chefs, rencontrer les religieux, rencontrer les mototaximens, les colboxers, la société civile, il doit rencontrer tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui est concerné. Et c'est ce que nous on dit depuis le début. Cette histoire de penser qu'on peut parler qu'aux élites nous a amenés sur des fausses pistes et nous a fait faire un mauvais diagnostic. Et d'où la solution qui a été donnée pose le problème qu'on a là aujourd'hui. Donc, le ministre Tanganyika est en train de recadrer un certain nombre de choses et je félicite cette position parce qu'un sous-préfet a été pris, quelques heures après il a été libéré. Alors que le 11 février dernier, il y a un qui a été pris jusqu'à présent, il n'est pas libéré parce que le contexte n'était pas le même à cette époque-là. Un délégué régional qui manque à la paix. Alors, donc je voulais féliciter déjà cette méthode. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est déjà quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait d'autres initiatives qui vont suivre et qui pourront permettre qu'on ramène l'ordre et la sérénité dans ces régions. Je voudrais aussi féliciter l'initiative de l'ambassadeur des États-Unis qui a permis à plusieurs entités de se mettre autour d'une table pour discuter. Parce que, en fait, cette histoire, c'est qu'il n'y a que le dialogue qui va résoudre ce problème. Il n'y a rien d'autre qui pourra résoudre ce problème. L'armée sera là, les populations seront là. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ont trouvé de nouveaux métiers. Elie Smith l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu qui se plaindre. Les mototaximens, les colboxers, tous ceux qui étaient dans la rue, là, on ne les voit plus, mais ils continuent de vivre. Ça veut dire qu'ils se sont fait de nouveaux métiers. Et pour aller changer ces nouveaux métiers, ce n'est pas évident. C'est pas demain. Donc moi, je pense que plus vite on va aller vers le dialogue, plus vite on va essayer de trouver, remettre la paix dans ces deux régions et permettre que l'activité reprenne normalement. Maintenant, pour revenir à la situation des réfugiés, je crois qu'à un moment donné, c'était comme un rêve pour moi, parce que vous savez, le Cameroun est un pays d'accueil qui a toujours reçu les réfugiés qui viennent d'ailleurs. Mais quand on a commencé à me dire qu'il y a des Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria, ça ne s'est pas bien passé dans ma tête parce que je me suis dit, attends, comment se fait-il que les Camerounais sont aujourd'hui des réfugiés? Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il y a des chiffres qui sont annoncés. C'est vrai que c'est le HCR, je crois, qui annonce ce chiffre. Avec la situation d'insécurité qu'il y a dans la zone, je pense qu'il y a deux types de réfugiés. Il y a les réfugiés intérieurs et les réfugiés extérieurs.
Les réfugiés intérieurs, beaucoup sont partis de ces deux régions, vers le littoral, vers le centre, vers l'est. Partout, ils ont des membres de famille autres où les enfants peuvent aller dans les nouveaux établissements. Donc, il y a des réfugiés qui sont de l'intérieur, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui sont aussi assez nombreux. Il y a ceux qui n'ont peut-être pas de relations à l'intérieur, ont préféré aller de l'autre côté parce que vous savez, nos pays africains, au niveau des frontières, c'est à peu près les mêmes familles qu'on a des deux côtés. Donc quelqu'un peut être du côté Camerounais alors qu'il a des cousins qui sont nigérians. Donc ça permet que les gens ont choisi par rapport aux opportunités qu'ils avaient d'aller. Mais je pense que pour revenir à l'essentiel, il est important qu'on trouve une solution par le dialogue pour amener la paix dans ces deux régions. Parce que plus ça part, plus j'ai le sentiment que ça va se faire comme dans les années 60, où l'UPC a été interdite, et on a mis plus de 10 ans à essayer de casser l'UPC et permettre que le Cameroun revienne, sorte de cette période de trouble de rébellion. Alors, ça a commencé comme les amusements, mais c'est déjà 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans. Et plus ça part, plus ça devient compliqué. L'ISPI va prendre des exemples tout à l'heure, où les Bayam Selam qui partent du nord-ouest pour venir vendre les choses littorales, payent du sud-ouest, payent 100 000 francs de frais de route. Bon. Et au fur et à mesure, on n'aura pas assez de militaires, de gendarmes, de policiers pour mettre derrière chaque Camerounais. Et donc forcément, il y a des Camerounais qui sont à l'intérieur, qui ne sont peut-être pas réfugiés, mais qui sont presque comme des réfugiés chez eux parce qu'il faut payer le passage. C'est les recettes. Ces recettes entrées au trésor public, peut-être auraient permis à l'État de faire beaucoup de choses, mais c'est des recettes qui n'entrent plus au trésor public et qui passent entre les mains d'individus. Moi, je pense que les gens qui ont trouvé ce nouveau métier, si on ne fait rien pour leur donner d'autres nouvelles alternatives, il y a de fortes chances que ces nouveaux métiers résistent et perdurent. Et il y a une chose qui est claire, et que beaucoup n'en parlent pas dans cette histoire des régions nord-est et sud-ouest. Tous ceux qui sont dans les forces de sécurité, qui sont présentes et qui habitent localement, il faut faire attention, mais ils sont limités dans leurs actions, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On les connaît, on connaît où ils habitent, on connaît leur maison. Ils savent que s'ils posent un acte dans un sens ou dans l'autre, il peut avoir des répercussions chez eux à la maison. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup qui viennent d'ailleurs, de l'intérieur du pays, pour intervenir au plan sécuritaire. Mais je crois que c'est une situation qui peut être résolue par le dialogue. Et le président a annoncé, et aujourd'hui le ministre de l'Intérieur essaie de faire un déblayage, l'ambassadeur rentre dans la danse. Ce serait très bien qu'on trouve une formule qui va permettre de ramener le calme. Maintenant, pour les réfugiés, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait autant de Camerounais, plus de 20 000 qui sont à la recherche parce que, vous savez, quand les gens sont réfugiés, ils font de la mendicité, ils deviennent des mendiants, ils dorment à l'air libre partout, ils deviennent des bandits, des braqueurs. C'est pour ceux qui n'ont pas pu avoir des familles d'accueil. Et ceux qui ont des familles d'accueil, parfois, il y a des abus qui sont faits. Et j'ai lu quelque part que l'OHCR voudrait mettre en place un camp de réfugiés pour les Camerounais. Alors, quand on va mettre ce camp de réfugiés, tout le monde sait ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Parfois, les gens qui organisent ça sont les bourreaux des réfugiés. La criminalité, le désordre, les grossesses précoces, les agressions sexuelles, ce sera le lot au quotidien. Moi, je pense que les Camerounais doivent anticiper et éviter qu'on atteigne ce stade de manière à ce que tous ces Camerounais qui sont partis puissent revenir dans leur pays. Philippe Nanga, je sais qu'à travers vos relais en tant qu'organisation non gouvernementale, vous avez quand même un pied sur terre, un pied à terre pour emprunter dans le jargon militaire. Alors, à ce stade, quel est l'état des lieux que vous faites en termes de, sur le plan sécuritaire, mais également sur la situation réelle de ces Camerounais déplacés? Ouais, je crois que la situation reste très alarmante. Les chiffres grimpent. Il n'y a pas longtemps, il y a l'agence nigériane pour, je crois, le secours humanitaire qui parlait de plus de 30 000 réfugiés. Et ça, c'est ceux qui sont répertoriés. Parce qu'il y en a qui vont dans des familles, qui se débrouillent. Et souvent, l'expérience a montré qu'ils sont souvent plus nombreux. Ils sont souvent plus nombreux, ceux-là qui ne sont pas répertoriés. Et donc, si officiellement on vous parle de 30 000, il peut facilement se trouver qu'il y ait 60 000 personnes. Nous avons quelques organisations dans le sud-ouest qui travaillent là-dessus. Nous avons un partenaire associatif, Reach Out, qui mène quelques actions en direction de ces personnes-là. La situation est plutôt alarmante parce que non seulement il y a beaucoup de jeunes gens
qui ont quitté l'école, qui sont dans la rue. Il y a beaucoup de mauvais témoignages de gens qui ont failli la mort. Il y a des gens qui meurent de famine. Ça, c'est des informations qui viennent du terrain. Il y en a qui meurent de famine. Il y en a qui meurent de maladie. Et puis, il y a cette question de l'exposition, n'est-ce pas, au recrutement par les extrémistes également. Je crois que la situation n'est pas du tout reluisante pour nous, pour notre pays tout entier. Et donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai suivi le nouveau ministre Minat qui disait que les gens reviennent. Je crois que les gens ne vont pas revenir par décret. Les gens vont revenir parce que la situation va être plus ouverte, va être favorable à un retour, c'est-à-dire qu'on va réussir à décrisper la situation, à rassurer les gens. Parce qu'il faut dire que il y a eu, j'allais dire, on a poussé les gens à l'extrémisme, on a poussé les gens, on a cristallisé les gens on a radicalisé, n'est-ce pas, les populations à travers, avec la répression. Et aujourd'hui, il est difficile. Hein, il y a un gros travail à faire. Il va y avoir un gros travail à faire, même si d'aventure, même si jamais on décidait de s'ouvrir au dialogue et que les gens commencent à revenir, il va falloir un gros travail, n'est-ce pas, un plan Marshall. Voilà, pour ramener les gens, pour retravailler les gens, pour reconstruire, n'est-ce pas, les esprits perdus de toutes ces personnes, surtout les jeunes, les jeunes gens qui ont vécu des situations atroces. Quand vous voyez quelqu'un qui court parce qu'on lui dit attention, il y a l'armée qui arrive, et qui fonce dans la forêt, qui se repose, qui continue, et qui, voilà, jusqu'à arriver à des dizaines de kilomètres, il est traumatisé. Il est traumatisé et il vit avec ça. C'est souvent des gens qui sont souvent effrayés à la moindre action, au moindre bruit. Donc, pour rattraper toutes ces personnes, il va y avoir besoin d'un gros travail. Bon, on n'en est pas encore là. On en est encore à réfléchir comment on fait pour régler, parce que au moment où nous parlons, il faut dire que les populations continuent de partir. C'est une réalité. Et tout à l'heure, M. Mouté Ambassa parlait des déplacés internes, qui sont aussi nombreux, sinon plus nombreux que les réfugiés du Nigeria. Parce que au tout départ, les gens ont commencé d'abord à venir rejoindre avant que les violences ne s'amplifient, les gens se déplaçaient leurs familles, leurs enfants à Douala. Voilà. Donc, à l'ouest également. Et donc, c'est après que les gens ont commencé à prendre le Niger. Donc, il y a beaucoup de familles. Si vous faites un tour à Bonabéry, vous allez voir des familles aujourd'hui qui vivent difficilement parce qu'ils sont passés de 2 à 10 personnes, de 8 à 15 personnes, voilà, qui vivent dans une pièce et tout. Donc, et ça, vous pouvez faire des enquêtes, vous allez trouver ce genre de famille aujourd'hui. Donc, la situation est très difficile pour nos frères et sœurs de ces deux régions. Et ça commence à prendre petit à petit l'Ouest, avec la ville de Tchang et tout, donc qui commence à être la cible également des extrémistes. Donc, je crois que la situation n'est pas du tout reluisante. Et nous, on sonne l'alarme depuis le début, avant même qu'on commence, qu'il y ait même de violence. On a commencé à dire attention, parce qu'on connaît un peu les habitudes, malheureusement, de nos gouvernants, qui consistent à choisir, n'est-ce pas, la violence pour répondre à une préoccupation pacifique. Parce que ça, il faut le dire, j'aime bien le dire, chaque fois que les populations ont mis en avant, ont mis au public leur ressenti, ça n'a jamais été par la violence. Parce que si vous faites une analyse de chaque situation conflictuelle au Cameroun, ça commence toujours par des actions pacifiques. Souvent, les gens commencent par écrire, ils envoient, ils écrivent encore, ils envoient, ils vont rencontrer ça commence toujours de manière pacifique. C'est les réponses qui sont souvent violentes
et qui produisent donc la violence aussi de l'autre côté. Et finalement, c'est toute une situation incontrôlable comme celle qu'on vit aujourd'hui, où on doit rançonner les gens. Dans un pays, quand vous voyez ce que raconte Elie Smith, quand vous voyez que c'est devenu normal, c'est-à-dire qu'on rançonne les gens, donc tous les jours, c'est un peu comme ça se passait avec le coupeur de route dans le nord, où les gens voyageaient avec l'argent dans la poche. Ils savaient qu'ils vont s'arrêter à un endroit, on va fouiller, ils vont donner 5 000, ils vont continuer, ainsi de suite. Donc on est un peu en train de vivre cette situation-là. Ça veut dire que la situation n'est plus contrôlée. À la limite, on est dans un non-État. Voilà, on est dans une situation où il n'y a plus d'État. Et puis voilà, tout le monde, comme on essaie d'analyser, les bench sikineurs, les callboxeuses se sont remises à un autre emploi, à un autre type d'emploi. Et ça, c'est dangereux. Alors, Robert Moutet, comment peut-on expliquer ce mutisme des pouvoirs publics, notamment sur la question des réfugiés, où l'alerte est plus qu'au rouge depuis quelques semaines déjà. Le Haut Commissariat aux réfugiés en appelle à l'aide pour que les nations se mobilisent et soutiennent. 20 000 personnes quand même, c'est un nombre assez important. Comment est-ce qu'on peut donc expliquer ce mutisme, cette inaction? Mais ça peut s'expliquer d'une façon très simple. Vous savez, les gens ont perdu l'habitude de prendre des initiatives dans notre pays. Les gens attendent sur les instructions. Vous nommez quelqu'un à un poste, il doit savoir que gouverner, c'est anticiper. Et quand on n'anticipe pas, on est toujours surpris. Alors, beaucoup attendent sur les hautes instructions du président. Le président ne va pas donner des instructions, surtout quand vous êtes un ministre, quand vous êtes un haut responsable d'État. Vous devez faire même des propositions et prendre des initiatives. Parce que quand on parle de réfugiés au Nigeria, automatiquement, ça dépend du ministère des Relations extérieures. Ça ne dépend pas du ministre de l'Intérieur. Donc, le ministre des Relations extérieures devait, aujourd'hui, avoir posé des actes dans ce sens. Soit aller lui-même, soit envoyer des collaborateurs, soit contacter l'ambassadeur sur place, lui demander de descendre dans ces sites où il y a ces populations camerounaises qui sont réfugiées. Est-ce que ça a été fait? Je n'ai pas le sentiment, d'après les informations qui nous reviennent, c'est des individus, des particuliers, des gens de l'ONG, des individus comme Elie Smith, des particuliers qui partent et essaient de voir qu'est-ce qui se passe. Normalement, le ministre des Relations extérieures, il a sûrement une direction qui est en charge de ce genre de choses. Ce directeur devait se déplacer, aller au Nigeria, faire des propositions au ministre, à la présidence, pour aller au Nigeria rencontrer les Camerounais, avoir un feedback des Camerounais qui sont là-bas. Il y a un ambassadeur sur place qui peut être indiqué pour descendre dans ces États, aller rencontrer les Camerounais qui sont dans cette situation. Donc maintenant, vous savez, comme j'ai dit, les gens attendent toujours qu'on leur donne les instructions. Si ça ne s'est pas fait jusque-là, moi je crois que c'est une incompétence caractérisée des responsables en charge qui ne veulent pas prendre les responsabilités. Ce n'est pas une histoire que c'est le chef d'État qui doit toujours envoyer les gens faire ce genre de choses. Un ministre doit pouvoir prendre ce genre de décision. Il a des collaborateurs, s'il ne peut pas y aller, lui-même pas envoyer ses collaborateurs. Ce n'est pas normal que des 20 000 Camerounais soient au Nigeria et que depuis des mois, plus d'un an, il n'y a aucun haut responsable camerounais qui soit parti là-bas. On a un ambassadeur au Nigeria. Le ministre des Relations extérieures ou la présidence peut ordonner, instruire à monsieur l'ambassadeur, ou bien lui-même peut prendre sur lui d'aller rencontrer ces Camerounais et faire un compte rendu à son pays. Mais les gens sont tous habitués à attendre que les instructions viennent d'en haut, et tant que ça ne vient pas, tout le monde attend. Et quand on partez les voir en off, ils sont les premiers à dire oui, mais vous savez, quand on prend des décisions, le président n'aime pas qu'on le bouscule, il n'aime pas qu'on lui impose ceci, il n'aime pas qu'on lui propose cela. Et tout le monde attend, tout le monde se met à attendre, et les Camerounais souffrent. Donc moi, je pense que c'est une incompétence des responsables à charge. Elie Smith, du côté du Nigeria, comment est-ce que ces populations sont accueillies? Comment est-ce qu'elles sont entretenues? À la limite, quel regard pèse sur elles? Non, vous savez, je crois que c'est Moutet qui a dit ça tout à l'heure, la proximité de frontières, vous savez, les frontières que nous avions, c'est les frontières qui ont été tracées par des colons. Dans beaucoup, il y a une proximité culturelle avec les gens de l'État de Taraba, Benue, c'est les gens dont l'accueil est bien. Déjà, par exemple, le gouvernement de l'État, c'est un système fédéral de l'État de Cross Rivers,
les a donné des maisons à résider, et jusqu'à le gouvernement de l'État de Edo, même à l'État de Lagos State. Donc l'accueil est bon. Mais ce qui se passe, c'est que la population locale croit que, et que ça se démontre, qu'eux, ils sont chassés de leur pays parce qu'ils sont d'expression anglophone. Donc il n'y a pas une autorité. Les seuls gens qui les aident, par exemple du côté camerounais, il y a le Aya Foundation qui a fait beaucoup de tours là-bas. La dernière fois, ils n'ont pas pu entrer au Nigeria parce qu'il y avait une obstruction. Et puis, c'est ça aussi, parce que souvent, le gouvernement laisse aussi, on va se plaindre. Il y a le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie qui a ce qu'on appelle le National Health Service, qui va là-bas donner souvent de l'aide à ces réfugiés. Donc, si vous laissez que c'est ce gouvernement intérimaire de M. Ayoub Tabé qui est ici en prison, qui sont les gens qui vont là-bas les aider, et l'État du Nigeria ou les États fédéraux de Taraba, Benue, Cross River ou Edo, et que le gouvernement camerounais n'y participe pas, ce n'est pas bien. Et moi, je trouve ça, ce qui m'a un peu marqué, que vous avez, ça crée de la haine. Bon, je ne comprends pas, parce que nous avions un gouvernement avec des gens qui sont badés des diplômes, des historiens. Ils n'apprennent pas que quand vous laissez un groupe de réfugiés à l'extérieur de votre pays et vous ne manifestez pas une certaine sympathie, vous êtes en train de nourrir une haine de ce groupe de réfugiés contre vous. Il y a deux exemples. Regardez le cas des Rwandais et des Burundais. Les gens comme les Pierre Nkurunziza sont partis en 60, ils sont revenus. En 72, ils sont revenus. Le cas de Paul Kagame au Rwanda. Et quand vous arrivez dans ces camps-là, moi, ce qui m'a toujours étonné, parce que j'ai ma manière empirique de voir les choses. Si vous rencontrez un mouvement qui a déjà des soutiens des femmes, sachez que c'est un mouvement qui est là pour la durée. Quand vous voyez les jeunes filles et les jeunes garçons qui disent ils veulent revenir au Cameroun combattre, tout à fait normal, parce qu'ils voient que ce gouvernement camerounais ne fait aucun effort. Donc, ce que le gouvernement doit faire est que, et c'est ça, c'est normal quand vous avez un monsieur comme Mouté Ambassa qui est du RDPC qui gouverne le pays, je ne comprends pas pourquoi, même au sein du RDPC, un parti, je vois l'ANC ou les autres, le APC, le PDP, qui sont les autres partis dans les autres pays, vous pouvez prendre l'initiative. C'est que les individus camerounais comme l'Aya Foundation, il y a aussi un autre groupe, je crois que c'est Link Africa, qui est géré par Gilbert Agbo, qui y vont. Vous voyez que ceux qui y vont, c'est les individus, mais le gouvernement camerounais a refusé carrément pour les aider. Donc là-bas, la population nigériane les accueille très bien. Et ce n'est pas une bonne chose parce que, je peux paraître me répéter, on est en train de créer un groupe de personnes qui va avoir une certaine hostilité vis-à-vis leur pays. Et pourtant, un pays, c'est comme une famille, il peut toujours avoir des mésententes ou des discordes, mais on est appelé à vivre ensemble. Alors, Philippe Nanga, je l'ai dit tout à l'heure, l'ambassadeur des États-Unis a reçu ce jour même à Yaoundé, entre autres, le cardinal Christian Toumi, des hommes politiques, Maurice Kamto, le ministre Grégoire Aona, de la société civile, maître Agbobala Félix, des défenseurs des droits de l'homme, des organisations non gouvernementales. Il y a Maximilien qui était là-bas. Maximilien Gombe qui était là. Il y a Tetuma Banda qui était là-bas également. Alors, on peut donc constater que le conflit s'internationalise. Si on ajoute à l'ambassadeur des États-Unis le passage au Cameroun du secrétaire général du Commonwealth et aussi quelques sorties de l'ambassadeur de France qui lui également fait un tour de ce côté-là. Non, le conflit s'est internationalisé depuis longtemps. Donc, il y a beaucoup de... On a parlé des déplacés internes, on a parlé des réfugiés au Nigeria. Il y a beaucoup qui sont partis aussi aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, vous savez très bien qu'ils ont fait des démarches même au niveau des Nations Unies. Donc, le conflit s'est internationalisé depuis longtemps. Je crois simplement que ce que relevait Elie Smith tout à l'heure, on a un gouvernement qui donne l'impression d'être complètement indifférent à cette situation-là, en dehors des actions militaires qui sont menées. Et donc, du coup, les actions concrètes en vue d'apporter une réponse définitive et durable
à ce problème viennent de l'extérieur. Et ça, pour nous, voilà, c'est pas toujours une gaieté. Hein. Tout le monde parle de panafricanisme, du nationalisme et tout. Mais c'est souvent à ces occasions-là qu'il faut montrer qu'on est voilà, d'une même famille. Voilà, on est d'une même famille. Mais comment comprendre que ce soit l'ambassadeur des États-Unis qui pense qu'il faut réunir les acteurs politiques, associatifs, voilà, autour de la table pour essayer de réfléchir à un problème qui nous concerne. On en est encore là. Je vous dis, moi, personnellement, je suis toujours choqué de voir que l'initiative pour ce genre de choses-là vient de l'extérieur. Parce que ça donne l'impression que nous ne sommes pas capables, plus de 60 ans après les indépendances, de régler les plus petits problèmes. Et ça, quand même, Elliott Smith le relevait encore dans un pays où bardé d'intelligence. Quand même. Alors, je pense qu'il faut, à un moment donné, je me réjouis que M. Ambassa soit là. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup de cadres du RDPC qui pensent que cette affaire-là, ça commence quand même à faire trop et que peut-être qu'il est temps qu'on s'ouvre un dialogue. Maintenant, quelle capacité de pression ils ont pour qu'à l'intérieur de leur formation politique, ils arrivent à pousser pour que le gouvernement écoute et consente, n'est-ce pas, à mener des actions concrètes. Le réseau dynamique citoyen fait un travail de fond et même proposer une feuille de route pour enclencher, n'est-ce pas, un dialogue national sur cette question-là. Mais alors, mais ça, on ne voit pas la volonté de l'autre côté. On ne voit pas la volonté de l'autre côté. Il y a d'abord un état d'esprit chez nous qui voudrait que même les ministres, et ça, c'est pas, c'est bien, monsieur Ambassa, vous pouvez parler des ministres qui ne... Mais l'expérience a montré que quand vous prenez une initiative dans ce pays, que vous êtes dans le gouvernement, quand vous prenez une initiative, vous mettez en danger. Moi, j'ai rencontré beaucoup de hauts cadres de la fonction publique qui me disent, monsieur Nanga, c'est très bien, on sait ce qu'il faut faire. Moi, on sait ce qu'il faut faire, mais si vous voulez garder votre poste, il vaut mieux ne pas prendre l'initiative. Parce que quand vous commencez, c'est votre ministre qui vous appelle pour vous demander que c'est quoi votre problème. Et le ministre fait pareil parce que s'il commence, on va l'appeler pour dire que mais c'est quoi ton problème? Tu penses que nous, si on ne voit pas ça. Donc tout le monde croise les bras parce que souvent, quand vous prenez l'initiative, on vous frappe fort. Et donc les gens préfèrent laisser la situation pourrir parce que la gouvernance du Cameroun voudrait que ce soit une seule personne qui, en fin de compte, finisse par prendre l'initiative de la décision. Et donc ça laisse pourrir la situation. Et je vous dis personnellement, je suis choqué de voir que pour régler les plus petits problèmes. Vous voyez, alors moi, je rappelle toujours ça. La première fois que je suis allé, j'ai vu, je suis arrivé au Grand Nord, que j'ai vu une voiture de, comment on appelle ça, non, ceux qui partagent la nourriture, là. HCR. Non, pas le HCR. Le PAM. Oui, le PAM, le Programme alimentaire mondial. J'ai dit, mais attendez. Nous sommes au Cameroun. Mais c'est pas possible, c'est une blague. Ce pays, je le connais, je fais les tours des 10 régions là tout le temps. Vous êtes à Douala, faites le tour des poubelles, vous voyez plein de nourriture dans les poubelles, vous allez dans les marchés, vous voyez plein de nourriture qu'on jette. Et le Cameroun reçoit quand même l'aide alimentaire internationale. Vous ne trouvez pas ça un peu extraordinaire? Donc, voilà notre pays où on a les solutions, mais les solutions finalement nous viennent d'ailleurs, de l'extérieur. Ce que l'ambassadeur fait, eh bien, un ministre aurait pu prendre cette initiative. Vous voyez un peu, le gouvernement du Cameroun aurait pu prendre cette initiative. Une organisation de la société civile aurait pu prendre cette initiative. Mais si vous amorcez, c'est plutôt les obstacles, c'est plutôt les problèmes qui vont se dresser devant vous. Et donc, vous allez tout de suite vous replier. On se réjouit que, et ça c'est quelque chose que nous avons aussi souvent apprécié parmi les amis, j'appelle ça les amis du Cameroun, pas les amis du gouvernement, parce que nous on distingue très bien les amis du gouvernement et les amis du Cameroun. Et nous considérons toujours que les représentations diplomatiques doivent être les amis du Cameroun, pas les amis du gouvernement. Et donc quand il y a un problème, il faut penser à régler le problème. Et les États-Unis, l'ambassade des États-Unis s'est toujours illustrée par cette capacité à prendre l'initiative, n'est-ce pas, de dire ce qui est et d'appeler à ce qu'une solution soit trouvée aux problèmes qui nous concernent. Et ça, nous ne pouvons que voilà, apprécier positivement ce type d'action et appeler aussi d'autres amis du Cameroun à faire pareil. Parce que quand ça se dégrade pour tout le monde. Absolument. Ça se dégrade pas seulement pour les Camerounais. On va vouloir rebondir. Oui, disons qu'il a des choses assez pertinentes, mais il y a des explications quand même qu'on peut donner.
Parce que vous savez, jusqu'à un certain moment, on avait des Camerounais qui étaient dans des positions de pouvoir, qui étaient des patriotes. Des gens qui aimaient bien le Cameroun, qui avaient pour leitmotiv le mérite, la compétence, l'intérêt général passait avant les intérêts individuels. Mais depuis que beaucoup sont rentrés dans des groupes de pression, des réseaux, des noyaux durs, parce que vous savez, beaucoup s'attendaient à ce que le président Biya parte en 2011. Il n'est pas parti, mais depuis 2004-2008, beaucoup se préparaient déjà pour prendre des affaires. Et que le verrou a été enlevé, le président Biya a continué. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à peu près convaincu que les réseaux sont devenus très puissants dans notre pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus nommé parce qu'on est compétent. On n'arrive plus à une fonction, on ne vous voit pas venir. Les gens viennent de nulle part. Parce que vous savez, dans n'importe quelle société, on voit les gens évoluer progressivement. On sait d'avance que tel qui évolue pourra atteindre tel autre point. Mais vous avez des gens qui sortent de nulle part, des gens qu'on ne connaît même pas, qui n'ont même pas, même quand leurs camarades de classe les retrouvent, ils étaient les cancres à l'école, des derniers. Mais c'est eux qui sont aux affaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par des bypass, des circuits pas très catholiques, ils sont retrouvés dans les réseaux et ils se retrouvent dans des positions de pouvoir. Et vous comprenez que quand un incompétent, un nul arrive à une position, il cherche à écraser ceux qui sont bons. Ça, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans des rares pays où vous pouvez être spécialiste dans un domaine, mais on vous envoie partout, sauf dans le domaine pour lequel vous êtes spécialiste. Parce que, justement, les gens ont mis en place tout un système pour mettre tout le poids sur le président Paul Biya. Parce qu'ils veulent qu'il parte. Biya doit partir. Biya gêne déjà beaucoup de gens. Parce que beaucoup ne l'attendaient plus à ce poste au jour d'aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il se serait déjà retiré. Et certains voient le temps passer, estiment que le temps est en train de passer, et lui fait de la résistance à rester là. Ça pose un sérieux problème. Et donc les gens ne veulent plus rien faire. Les gens ne prennent pas d'initiative. Les gens disent tout le monde attend la très haute hiérarchie. Les informations, les instructions doivent venir du président. Le président ne peut pas prendre les instructions partout. Les collaborateurs qui sont encore sérieux et comment je veux dire, patriotes, font des propositions au président. Et la petite expérience que je connais ou que j'ai, quand des propositions sont bonnes, le président réagit toujours et très vite. Mais vous avez des gens qui attendent. Si le président attend que ses ministres, ses hauts responsables lui fassent des propositions par rapport à ceci ou cela, mais vous comprenez que ceux qui ne font rien font tout ce qu'on appelle en milieu professionnel la résistance passive. Et quand vous faites la résistance passive, vous ne savez plus à un moment donné ce qui se passe. Quand vous voyez une décision, pour certains, ils ont pris ça comme c'est quelque chose de simple, de minable, mais une décision que c'est que M. Tangandji a prise par rapport au renseignement. Il a besoin de 2 bulletins par jour. Un bulletin à 11h et un autre à 15h. Et le premier qui fait la première fiche envoie son supérieur N+1. Si le sous-préfet fait une fiche, il l'envoie au préfet. Le préfet fait sa synthèse, mais il garde la fiche du sous-préfet dans ce qu'il envoie au gouverneur. Le gouverneur fait sa synthèse, il garde la fiche du sous-préfet, du préfet, plus la sienne. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les informations complètement erronées sont arrivées en haut lieu. Vous avez parfois vu le président faire des discours de fin d'année, il était complètement en déphasage avec la réalité. Les gens se demandent, mais comment le président peut parler de ça alors que ce n'est pas ça qui se passe sur le terrain? Pourquoi? Parce que les renseignements qui sont arrivés à son niveau étaient erronés. Donc, il y a beaucoup, cette masse critique des gens qui ne sont plus vraiment avec le président, reste importante et occupe encore de hautes fonctions. Quand vous voyez, on va peut-être parler de ça tout à l'heure, les arrestations, quand vous voyez ce qui se passe, ça ne part pas de loin. Parfois, c'est autour du président que les gens font du lobbying, les gens font de trafic de pouvoir et imposent n'importe quoi aux Camerounais. Et tout ça retombe sur le président parce que c'est lui le responsable, en fait. Celui qui les nomme, donne le responsable. Il n'est peut-être pas coupable parce qu'il ne va pas aller, comme j'aime bien dire, aller à une ville comme Bonandio, aller voir comment on a vendu Bonandio. L'État n'a plus rien à Bonandio. Okay? Et qui a vendu? Mais attends, c'est les gens qui sont en charge de ces choses qui ont vendu. Allez voir, c'est les hommes d'affaires, véreux, qui ont tout acheté Bonandio. Même les zones comme du marché de fleurs à l'aéroport, les zones marécageuses là.
Le marécage, c'est la zone tampon avant la mer. Quand il y a des ruissellements des eaux de pluie et autres, le marécage joue ce rôle de zone tampon, d'amortisseur. Maintenant, on construit partout, mais le béton partout. Dès qu'il pleut un peu, c'est l'inondation partout. Et personne ne parle. C'est pas normal. C'est pas Biya qui a demandé de vendre ces endroits-là. Moi, je pense, pour revenir à dire que les gens ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils sont dans des réseaux. Au jour d'aujourd'hui, les gens se sont déjà organisés pour l'après-Biya. Chaque jour qui passe, ils rongent leurs freins parce qu'ils estiment que Biya ne devait plus être là. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit parti lui aussi. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est c'est autre chose. C'est les Camerounais qui votent, ok? Quand les Camerounais votent, et on va peut-être parler tout à l'heure de ça, des institutions. Quand les Camerounais votent quelqu'un, vous voulez qu'il parte où? Vous savez, j'ai lu un sondage dernièrement qui m'a surpris. Les gens pensent que la jeunesse milite beaucoup plus pour les jeunes. C'est pas vrai. C'est les jeunes qui militent beaucoup plus pour que le président Biarritz parce qu'ils estiment qu'il rassure plus que les autres. Je ne suis pas sûr. Quel sondage? Non, mais parce que... je vais vous donner ça après. Je ne suis pas sûr. C'est pas le cas. Mais, non, je voulais dire par là que, pour dire ce que M. Nanga a dit tout à l'heure, il a dit beaucoup de vérité. Mais je peux garantir qu'il y a une résistance passive qui est mise en place, qui est organisée par ceux-là même qui sont nommés par le président. Parce qu'ils ne sont pas nommés par le président, parce que le président les connaît personnellement. Ils sont passés par des réseaux qui les ont proposés au président. Et le président les a nommés. Tout cela se faisait sur la base des enquêtes. À l'époque, ça se faisait plus facilement. Il y avait des enquêtes de moralité, il y avait des canaux sûrs. On savait que dans telle région, tel département, il y a tel, il y a tel, il y a tel. C'était connu. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je crois qu'il y a aussi que le chef d'État, justement, qui prend ces décisions-là, et qui n'a plus suffisamment de temps. Et même, il faut le dire, de l'énergie, parce que, voilà, nous tous, on prend de l'âge. Il a plus d'énergie que certains de ses ministres. C'est possible. N'empêche qu'il n'a plus l'énergie d'il y a 30 ans. C'est-à-dire... C'est tout à fait normal, c'est naturel. Voilà. C'est naturel, ça. Et ça peut expliquer qu'il n'ait plus la capacité, n'est-ce pas, de lire les dossiers. Pas la capacité. Non, je dis, il y a la capacité, mais je veux dire par là que... C'est pas la capacité intellectuelle, mais la capacité physique, parce que quand vous avez 40 ans et que vous pouvez lire 100 pages de rapport par jour, à 60 ans, vous n'allez pas pouvoir continuer de lire 100 pages par jour. À 80 ans, vous n'allez pas pouvoir... Je vais vous dire quelque chose qui se passe. Aucun dossier ne dort sur la table du président. Chaque jour. Mais tous les parapheurs qui rentrent ressortent. C'est vrai, mais sauf que nous avons des exemples de beaucoup de dossiers. Les gens qu'on arrête aujourd'hui, vous savez, monsieur Ambassa, que c'est des dossiers qui datent de 12 ans, 13 ans. Je vous ai parlé des collaborateurs véreux qui sont autour, qui jouent ce rôle négatif. Mais ça aussi, la fonction présidentielle, c'est une fonction qui demande quand même beaucoup d'énergie. Ça, on ne peut pas... Je suis d'accord avec vous. Ça demande beaucoup d'énergie. Pour un pays qui a 22-25 millions. Mais c'est ça, parce que le chef d'État, moi, je vais vous dire, quand il est arrivé pour la dernière fois à Douala ici, pour la première pierre du pont, mais quelques jours après, j'ai fait le circuit qu'il a fait pour aller. J'ai demandé aux gens, mais bien, il est passé ici. Parce que avant, quand le président arrivait à Douala quand même, les gars faisaient l'effort d'arranger la route pour que ce soit nickel et tout. Vous regardez ce que j'ai en train de dire. J'ai vu le circuit, j'ai dit, mais le président est passé ici. J'ai dit, non, c'est pas possible. Ça veut dire que on sait qu'il n'a même plus la force de regarder, de s'occuper de ça. Donc les gars, ils s'en foutent. Et c'est ça qui peut expliquer qu'on soit aujourd'hui dans une situation de crise grave d'initiative. C'est-à-dire, il y a une crise d'initiative. Les gars ne veulent plus, comme vous dites, et c'est bien parce que vous connaissez l'intérieur, que les gens aujourd'hui croisent les bras pour dire, bon, lui aussi il attend encore pour partir, non? Comme il veut rester, alors qu'il travaille. Qui travaille. Voilà comment tout est bloqué. Et donc rien n'avance. Et je vous dis parce que quand nous on rencontre quand même les responsables, surtout au niveau des régions, mais ils vous disent, parfois vous allez voir un délégué régional ici, il vous dit, monsieur Nanga, vraiment, si vous voulez avoir l'information que vous cherchez là, allez à Yaoundé. Le gars est ici et il trouve que c'est moi je dois aller à Yaoundé prendre l'information dans son ministère, alors qu'il peut prendre le téléphone, téléphoner et avoir l'information. C'est la résistance passive. C'est ça, justement. Non, mais c'est ça. Il y a tout un système qui est en place pour que Biya arrive aux élections 2018 avec beaucoup d'échecs, très peu de réussite. Et ils sont là, parce que quelque part, ils attendent, ils sont aux aguets. Et vous avez, là où, je vous ai dit tout à l'heure que quand moi j'ai dit, le président Biya est responsable d'un certain nombre de choses, il n'est pas coupable, mais il est responsable. Parce que vous voyez, quand quelqu'un reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à un poste,
Il sclérose, il ne fait plus rien. C'est lui qui nomme aussi souvent ses postes. Oui, mais c'est pour ça que je dis, quand vous nommez que vous faites votre travail, il n'y a pas de problème, il y a des secteurs d'activité qui quand vous fonctionnent. nommez que vous faites votre travail, il peut aussi vous dégager. Tout à fait. J'ai lu tout à l'heure la sortie de Agbobala, Félix, à l'issue de la rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis et toutes les autres personnalités qu'on a citées. Évidemment, il revient sur les positions de départ pour apaiser déjà et puis voir une possibilité de sortie de crise, libérer Mancho, BBC et compagnie, évidemment démilitariser la zone, entre autres. Est-ce qu'à ce stade, aujourd'hui, ces mesures qui, il y a peut-être 4, 5, 6 mois, pouvaient apaiser, peuvent-elles encore être efficaces? Ça peut toujours être efficace. Il demande aussi de libérer Ayoub Tabé et les autres. Oui, Ayoub Tabé et Taba n'ont pas de place en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il faut qu'on les libère. Et moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans ce même pays, il y avait des gens comme les Oumniobé, qu'aujourd'hui on ne connaît même plus, on ne le félicite. Je reviendrai dessus. Les Wanji Ernest, les Takala Célestin, on les considérait comme des maquisards et tout. Aujourd'hui, on est en train de les fêter. Donc, je pense qu'un homme comme Ayoub Tabé et les autres doivent être libérés. Et ce que Agbobala a dit dans le communiqué qu'il a fait, il a raison. Qu'est-ce que Mancho BBC, qui est le prisonnier de j'oublie, parce que là-bas, en prison, il y a les prisonniers des gens. Oui, je ne vais pas citer, merci. Mancho BBC, Pen Terence, Patrick Dango, Conrad C, toute cette bande-là, il y a environ 700 prisonniers, parce qu'il y a une prison, là, la prison de Bafia, pas Bafia dans le Mbam, mais Bafia dans le sud-ouest, qui a des gens dedans, la prison de Bouya. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Il y a environ 700 personnes qui sont en détention. Je pense que Bala a raison. Pour apaiser la situation, il faut libérer toutes ces personnes et aussi démilitariser cette zone. Et autre mesure est que si on avait quand même, moi ça m'étonne, hein, ces gens ils ont tous les diplômes au monde. Nous connaissons toutes les maisons qui ont été détruites et brûlées, par exemple à Kwakwa, à Kogne, à Kembon, ont toutes les victimes. Pourquoi, au lieu de dépenser de l'argent pour acheter les armes dans les deals des armes, pour venir tuer les propres Camerounais, pourquoi pas ne pas organiser certaines réconciliations nationales et faire une certaine compensation? Donc, ce que M. Agbobala est en train de dire est vrai. Je voulais revenir sur la réunion que l'ambassade des États-Unis a organisée et que mon frère et ami Nanga a parlé du problème du panafricanisme. Vous savez que le panafricanisme est comme le manioc. Ce n'est pas africain. Donc, vous savez, les gens parlent. Le manioc est devenu africain, le maïs, ça fait 500 ans. Le panafricanisme, c'est un mouvement des Noirs américains qui est venu de Paris. Ce n'est pas africain. Donc, les gens qui racontent les panafricanistes, là, c'est les panafricanistes caviar qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Et ce que l'ambassade des États-Unis a fait me rappelle très bien d'un livre qu'on appelle Négrologie, écrit en 2002 ou 2005 par un certain Stephen Smith, qui disait quelque chose que beaucoup de gens se sont beaucoup énervés, mais qui était une triste réalité. Nous ne sommes pas responsables, les Africains. On est toujours en train de se plaindre. Qu'est-ce que ça coûte que le parti au pouvoir, comme vous êtes là, organise une rencontre? Les Agbobala, Fontem et les autres, qui étaient les modérés, ont voulu faire des choses ici. Il y a un groupe de personnes qui les ont pris, on les a mis en prison. Et aujourd'hui, on a laissé un grand boulevard aux extrémistes. Et je voulais donc dire que ce que Bala dit est vrai. Et pour venir dessus, très content que mon ami Mouté reconnaisse que j'ai dit ça ici une fois, les gens m'ont dit toutes les choses, qu'il n'y a plus de patriotes. Je vais ajouter ce qu'il n'a pas dit, peut-être qu'il a été économe, mais que quand vous avez les usurpateurs et les imposteurs qui sont en train de gouverner votre pays, que voulez-vous? Parce qu'ils n'ont pas cet esprit, ils n'aiment pas ce pays. Voilà que ça continue. Pour que l'apaisement vienne, on doit libérer tous les prisonniers politiques sans condition. On doit libérer aussi Ayoub Tabé et puis démilitariser cette zone pour que les gens puissent rentrer chez eux. Et ma foi, c'est ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'être un diplômé de Stanford ou de Harvard pour le savoir, pour proposer quelque chose. Mais je le dis encore, je l'ai toujours dit. On a 3 options qui ne sont pas bonnes. Soit nous allons devenir comme Siad Barre en Somalie, parce que quand un dictateur a mis l'homme au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ça soit Siad Barre ou Mobutu Sese Seko, il est son pays au lambeau. Lisez le livre de M. Honoré Banda.
ainsi sonna le glas, vous allez voir que c'est la même chose qui est en train de se passer. Donc, je crois que vous êtes là, un membre du RDPC, vous devez avoir le courage de demander qu'on libère tous ceux qui sont là. Donc, Agbobala n'a pas tort, Agbobala a raison. Et si initier un dialogue, donc on a entendu que c'est l'ambassadeur des États-Unis qui appelle les Toumi, qui appelle les Madame Gombe, qui appelle les Bala pour en parler. Donc, je crois que c'est une honte pour nous et on doit avoir honte et dire qu'on n'aime pas ce pays. Et vous allez faire cet appel-là? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il parlait de honte. Ce n'est pas une honte pour notre pays, vous savez. Quand vous êtes incapable de vous asseoir et discuter. Nous sommes en fait victimes d'un système. Avec ta permission, je vais développer un peu. Nous sommes victimes d'un système. Vous savez, on parle de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie en France. Oh non, la France, c'est une... J'en viens, laissez-moi développer. D'accord, ok. Vous savez, démocratie, c'est pouvoir au peuple. Est-ce que la démocratie, dans le sens propre du terme démocratie, est-ce qu'on peut l'appliquer? Non, c'est compliqué. Le peuple ne peut pas décider, parce que le peuple, c'est nous tous. Comment nous tous pouvons prendre une décision sur quelque chose? N'est-ce pas un port de sortie? Comment ça se fait ailleurs? Attendez, j'en viens. C'est par abus qu'on parle de démocratie. Nous sommes en oligarchie. L'oligarchie, c'est quoi? C'est un système politique où le peuple élit ses représentants. Le président de la République, les parlementaires, les maires, les sénateurs, les députés, les conseillers municipaux. En fait, il y a une classe, ceux qui sont désignés par le président, il y a une classe politique qui est mise en place par la population. Et c'est cette classe politique qui dirige le pays. Et cette classe politique, qu'est-ce qu'elle fait? Après les élections comme là maintenant, elle devient très sympa, très gentille avec les populations. Parce qu'elle a besoin de suffrages des populations. Mais une fois qu'elle a le suffrage des populations, elle fait comme elle veut. Elle ne demande plus rien à la population. D'ailleurs, elle impose des choses. C'est l'oligarchie qu'on a au Cameroun, en France, aux États-Unis, partout. Mais je vous dis. Au Cameroun, oui, pas aux États-Unis. Je vous dis que le système démocratique n'est pas appliqué à la lettre, même en France, même pas aux États-Unis. Donc, le système qui est appliqué, c'est l'oligarchie. Mais on préfère le terme démocratie, parce que c'est un terme qui est bien, qui fait plaisir à tout le monde, mais on présente ça comme démocratie, mais en fait, nous sommes en oligarchie. Donc, pour dire que dans un système oligarchique, c'est la classe politique qui dirige au nom, la classe politique choisie par les populations. Donc, par rapport à la situation qui arrivait dans notre pays, quand c'est la question, c'était encore... Si vous allez lancer l'appel, non, moi je peux vous dire que... Elie vous invite à le faire. Il n'a pas besoin de m'inviter. Dès que cette crise a commencé, je suis parmi ceux qui ont d'ailleurs dit qu'il y avait un problème. Je suis parmi ceux qui ont dit qu'il fallait passer par le dialogue pour résoudre. Sur ce plateau, j'ai eu à proposer ce genre de choses. Pourquoi ne pas fonctionner avec les nouveaux leaders, entre guillemets? Parce que le Premier ministre a fait plusieurs missions au nord-ouest et au sud-ouest, avec beaucoup d'élites. Ça n'a pas donné de résultats. Et quand certaines personnes qui n'étaient pas Premier ministre étaient bien reçues par les populations, ça veut dire que les populations ne se reconnaissaient pas dans cette classe politique qui revenait pour essayer de dialoguer. Bon, au jour d'aujourd'hui, moi je crois que cette proposition de la Agbobala, elle a toujours été sur la table, et je crois que c'est par cette proposition qu'on pourra trouver un tout petit peu de sérénité dans ces deux régions. Il faut le dire honnêtement, ce n'est pas par la bagarre. Non, les armes n'ont rien réglé dans ce monde. Partout où il y a les armes, c'est des bandits qui sont rentrés dans le système, le trafic, la vente des armes et tout. Et rien que ça, et la population est complètement atteinte. Moi, je pense que, et je suis pour, depuis le départ, je suis pour qu'un dialogue, il faut qu'on mette ce dialogue. Maintenant, que ce dialogue vienne par l'ambassadeur des États-Unis ou par les Camerounais, moi je dis pourvu qu'il y ait un dialogue. L'essentiel c'est de stopper très rapidement cette situation qui fait que les Camerounais ne se sentent plus bien dans leur peau, dans leur pays. Donc voilà, moi je tenais à le dire, je pense que le dialogue est le chemin par lequel il faut passer pour résoudre ce problème. Il n'y a pas d'autre problème, un autre passage. Philippe Nanga, au regard de tous les mécanismes qui ont déjà été déployés par les pouvoirs publics, par le gouvernement, avez-vous l'impression que le gouvernement peut aller encore un peu plus loin? En d'autres termes, peut-il être la solution, ou alors peut-il faire partie de la solution? Peut-il contribuer à ramener, tout à l'heure, certains parlent en son sein des extrémistes qui sont contre d'autres extrémistes. Est-ce que, vu de cette configuration-là,
le gouvernement peut encore être l'élément essentiel dans le jeu en vue d'une solution de cette crise? Non, mais forcément que le gouvernement ne peut pas être en dehors, et sinon on n'est pas dans un état. Donc le gouvernement reste, n'est-ce pas, la clé. Parce que même si n'importe quel autre acteur, interne ou externe, décide d'amorcer un processus de dialogue, ceci ne peut pas prospérer sans, n'est-ce pas, la participation et l'implication active du gouvernement. Ça, c'est une réalité. À moins qu'on décide de faire une insurrection et donc de mettre en parenthèse l'État, et puis finalement les populations décident de régler l'affaire autrement. Mais si on veut aller dans le respect des institutions, dans tous les cas, le gouvernement reste un acteur clé dans le processus. Et à mon avis, le gouvernement peut encore participer à ce processus-là. Maintenant, il est évident, à mon avis, que ce sera difficile que l'initiateur soit le gouvernement. Ça risque d'être très très difficile. C'est pour ça que Dynamique Citoyenne a imaginé, n'est-ce pas, un processus de dialogue qui partirait d'un groupe, d'un lobby constitué des leaders indépendants qui porteraient l'initiative en faisant participer des experts, des personnalités au niveau communal, au niveau local, et à un certain niveau ferait intervenir des personnalités externes africaines pour conduire le processus de dialogue. Voilà comment nous avons imaginé au niveau du réseau Dynamique Citoyenne comment porter le processus de dialogue de manière inclusive. Donc, moi, à partir de ce moment-là, le gouvernement est invité. Le gouvernement est invité à la table pour dialoguer. En réalité, le problème, le processus tel que nous l'imaginons, doit partir d'un diagnostic froid de la situation. C'est ce qui est refusé. Diagnostic fait par qui? Par le lobby qui est mis en place. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on a imaginé? Je peux vous résumer ça très rapidement. Nous avons imaginé qu'il y ait un processus de dialogue qui parte des communes. Et donc, qui est un questionnement. D'un côté, dans les deux régions, le questionnement porterait sur la question, le problème anglophone. Parce qu'il ne faut pas les... C'est ça la clé. Ça partit sur le problème anglophone. C'est quoi? Il vient d'où? Pourquoi? Comment? Et dans les autres régions, le débat porterait sur la gouvernance politique. Comment le pays est gouverné? Et comment les gens ressentent cette gouvernance-là? Au niveau de la base, on remonterait avec des réponses. Et ça partira au niveau des régions, et au niveau national, on mettrait donc les deux groupes, n'est-ce pas, autour d'une même table pour explorer à la fois les résultats de ceux qui ont débattu sur la gouvernance politique avec les résultats de ceux qui ont débattu sur le problème anglophone. Parce que une analyse rapide et empirique nous montre quand même que, à la réalité, la source du problème est partagée sur le plan national. C'est-à-dire que si vous allez explorer ce qui dégage, ce qui fait remonter, ce qui fait naître, ce qui déclenche le problème anglophone, c'est le mal-être des populations. C'est ce mal-être-là qui ramène à la source un vieux problème. Donc si les gens avaient connu une aisance sociale, eh bien on n'aurait jamais parlé des problèmes anglophones aujourd'hui. Voilà, ça serait dilué dans la société, voilà, on aurait avancé, s'est développé sans qu'on y pense. Mais du fait qu'à un moment donné, le mal-être s'est accentué, les gens ont commencé à imaginer que ce mal-être, de leur côté, est dû au fait qu'ils sont anglophones et que leur façon de voir les choses a été féodée par une autre façon de voir les choses, et du coup ça empire, n'est-ce pas, la situation sociale. Je crois que fait de cette manière, apporté de cette manière, comme nous l'avons imaginé, il y aurait donc des acteurs indépendants qui porteraient, comme on l'a vu là tout à l'heure. On a vu ce que l'ambassade a fait avec Maximilienne, avec Agbombala, avec, j'ai vu Grégoire Ona, j'ai vu le cardinal. Donc on peut réunir un certain nombre d'acteurs indépendants voilà, qui peuvent mettre en place un processus comme celui-là qui va rassembler tout le monde. Et on peut trouver des solutions durables. Et je pense que c'est encore possible, c'est faisable. Moi, je pense que c'est faisable parce que quand vous interrogez la plupart des Camerounais, on en a marre des problèmes. Les Camerounais ont vécu des situations difficiles avec ce qu'on a appelé autrefois le maquis. On a réprimé nos frères qui avaient une vision positive du Cameroun. On les a massacrés.
on se trouve aujourd'hui dans une situation où ceux-là même qui portaient la vision du Cameroun ayant été massacrés, on ne sait même pas où on va. Et donc, on risque de se retrouver dans cette même situation aujourd'hui où les gens qui avaient juste une idée à proposer, parce qu'en réalité, les gens avaient une idée à proposer. Que, bon, nous pensons que voici ce qu'il faut faire pour que notre situation s'améliore. Ils ont été réprimés et on s'est enfoncé dans la crise. Je pense, à mon avis, qu'on peut encore faire participer le gouvernement. Et le gouvernement peut. Et je me réjouis de cette initiative, puisque Grégoire Rwanda, que j'ai vu là-dedans, il n'a pas été invité par hasard. C'est quand même un membre du comité central, secrétaire général adjoint. Donc je pense que c'est une voix qui porte au niveau du parti au pouvoir, et au niveau du gouvernement. Et nous espérons que ce qui a commencé aujourd'hui, là, ça peut se poursuivre, n'est-ce pas, en mettant en place un lobby qui peut poursuivre cette action-là et nous amener à construire finalement ce dialogue dont nous tous nous espérons. Parce que je voudrais dire ici, peut-être on va arriver là, que je ne vois pas comment on peut sereinement penser aller aux prochaines élections sans avoir amorcé un processus de dialogue. Je voudrais rappeler néanmoins que la rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et les forces vives, ou certaines forces vives de la question, c'était dans le cadre du relais initié à l'époque par le secrétaire général du Commonwealth. Donc c'est un peu la continuité de ces discussions-là. Alors, Ellie Smith, comment... Du moins, je voudrais faire une observation, c'est que certes, on écoute souvent les chefs traditionnels, mais on ne va pas beaucoup au premier plan dans les échanges, dans les négociations en vue de la sortie de crise. C'est vrai que le ministre Atangandi en a rencontré certains dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, mais à un niveau un peu plus élevé, un niveau autre de dialogue ou en vue de trouver des solutions, on ne les voit pas beaucoup, les chefs traditionnels. Pourtant, ils sont quand même un élément essentiel. Oui, avec tout le respect au monde que j'ai pour les chefs traditionnels, nous avions su souvent que les chefs dans le sud-ouest et le nord-ouest avaient une certaine respectabilité. Vous savez, une des raisons qui a fait qu'il y a eu ce malchance de l'unification a été que Indeli n'avait pas respecté le fond d'un sort. On ne le saluait pas avec les mains. Mais maintenant, voyez-vous, tous ces chefs traditionnels-là sont payés par le gouvernement en place. Ils ne sont plus neutres. C'est ça le problème. Donc, j'apprécie l'initiative de M. Atangandi. Mais lui-même, il sait très bien que ces chefs-là n'ont pas de crédibilité, sauf les quelques rares. Parce qu'un chef doit être quelqu'un qui est au-delà du soupçon. Je vous donne un exemple. Peut-être je vais écorcher un peu le nom. Le chef de Moussi, je ne vais pas appeler le chef de Moussi au Burkina Faso. Quand il y a au plus fort des crises, quand quelqu'un quitte et il va chez le chef Moussi, on n'entre pas dedans. Tout simplement parce que le chef Moussi est resté neutre au-delà de mêlée. Mais quand vous avez les chefs traditionnels, au lieu de parler, par exemple, quand on parle du Cameroun occidental, vous savez, il y avait un chef, le Fon Achirimi, en 1953, quand il y a eu la première réunion, quand les gens du Cameroun occidental sont quittés du Nigeria. Il avait dit quelque chose avec Indeli, parce que Indeli, c'est le père du nationalisme anglophone. Il a dit que vous n'alliez pas quitter dans l'eau et aller dans le feu. Donc, quitter dans le Nigeria et venir le feu du Cameroun. Donc, à l'époque, ils avaient de crédibilité, mais ces chefs-là n'ont plus de crédibilité. Je m'excuse. Ceux qui ont de crédibilité, donc je crois que M. Mouté a dit quelque chose aujourd'hui. Il y a un certain nouveau groupe d'élite, dont les gens il y a un certain cadre de référence, que les gens s'identifient. Pourquoi se fait-il que les soi-disant élites ne sont pas connus? Même tout dans le Cameroun occidental, les gens peuvent tout dire aujourd'hui de M. Mouna ou M. Foncha. Mais c'est les gens qui avaient été élus. Ça veut dire que souvent, ils prennent des décisions, les gens n'étaient pas contents, mais les gens savent qu'on les avait élus. Mais les élites que nous avions aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis. Si vous lisez le livre de M. Moukong, il est mort, Prisoners of Conscience, whatever, il avait dit la bourgeoisie comprador, et la seule chose que j'ajoute là, collaborationniste de Yaoundé anglophone, n'ont pas aidé. C'est ça le problème. Donc il faut que M. Atangandi, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui a une fixation. Moi, bon, je sais ce qu'il est, il aime beaucoup le président, mais je crois que dans la vie, il ne faut pas avoir un certain a priori vis-à-vis des personnes. Peut-être lui aussi, qu'il ait le courage
d'aller rencontrer quelqu'un comme Joseph Wiriba, les Agbobala, les Mancho BBC, donc les gens qui sont représentatifs, les chefs traditionnels là, je m'excuse. Entre-temps, que devient Joseph Wiriba? On ne l'a pas vu à l'Assemblée nationale. Il n'est pas à l'Assemblée nationale tout simplement parce que c'est ça le problème. Vous avez dit, quand vous êtes un élu, vous êtes élu et vous êtes comme un cordon de transmission de ce que votre base dit. Il est allé à l'Assemblée nationale et je crois que l'Assemblée nationale, c'est la place idoine de discuter quelque chose qui concerne ce pays. Mais le problème, malheureusement, ce n'est même pas seulement les gens du gouvernement du RDPC, c'est les propres gens de son propre parti, qui est le deuxième parti ici au pays, qui l'ont jeté sous le bus en le taxant de tous les noms d'oiseaux. Donc moi, je crois qu'un homme comme Wiriba, vous avez bien dit, il faudra qu'on discute avec lui. Il est un Camerounais et toutes les propositions doivent être discutées. Donc je crois que même M. Grégoire Ouna, ça c'est un monsieur qui est ouvert un peu comme vous, monsieur, il n'est pas un extrémiste. Donc essayez de discuter avec tous les anglophones, les vrais représentatifs comme les Joseph Wiriba et les Christian Toumi et les Agbobala, et je crois qu'il y aura un problème. Et une autre chose, pour finir, on peut dire bavarder ici jusqu'à demain. Il y a des problèmes sous-jacents. Le problème anglophone, c'est un problème politique. Tant qu'elle ne serait pas résolue, et le président de la République le connaît très bien, on ne va pas trouver une solution dans tout ça. Robert Moutembassa, et pourtant on avait eu l'impression que le gouvernement du 2 mars dernier était l'un des leviers en vue d'une sortie de solution. Devrait-on attendre encore un peu plus longtemps ou alors n'était-ce pas l'une des principales missions? Disons que le gouvernement du 2 mars, par rapport à la crise anglophone, a amorcé quelque chose. Mais je crois qu'il y a encore des choses à faire. Parce que vous savez, il a dit, M. Nanga a dit tout à l'heure, la crise anglophone n'est pas qu'anglophone. Les 10 régions du Cameroun ont le problème de mal-être. Les 10 régions du Cameroun. Et même quand on parle de 10 régions, si on fait un classement, la zone anglophone ne sera pas dernière. Je crois que les dernières seront là où on ne pense même pas. Non, je m'excuse, sans faute. Le problème, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème des 10. Le problème qui se passe à Yabassi n'est pas la même chose qui se passe à... Laissez-le terminer. Je dis ceci. Le problème de mal-être concerne les 10 régions. Et je confirme ce que M. Nanga dit. Par contre, il y a une spécificité dans la région anglophone. Quand il y avait 2 Cameroun, le Cameroun français, le Cameroun anglais, il y avait 2 gouvernements, tout était multiplié par 2, ça coûtait très cher. Et les Camerounais ont d'abord signé un accord en 61 de la réunification. Et les anglophones, au jour d'aujourd'hui, estiment que ces accords n'ont pas été scrupuleusement respectés et ont subi des modifications, des changements respectifs, en 66 avec le parti unifié, en 72 avec le référendum du parti depuis du Cameroun, le changement de nom en 1984, et puis les frustrations et le poids politique que les anglophones avaient, et ils estiment qu'ils l'ont perdu. Voilà le problème de fond qu'il y a dans cette histoire. Maintenant, on va résoudre tous les problèmes annexes. Et si on ne résout pas le problème de fond, pour revenir au poids politique, aux frustrations qu'il faut annuler, le gouvernement du 2 mars, comme je l'ai dit, est un début. C'est la première fois qu'on a un anglophone ministre de l'administration territoriale, qu'on ne le veuille pas. C'est la première fois dans ce pays qu'on a un anglophone qui est ministre des enseignements secondaires, qui sont des grands ministères stratégiques. Bon, ce n'est qu'un début peut-être. Et ça va continuer. À l'époque, on avait un anglophone comme numéro 2, vice-président de la République. Après, même quand le poste de vice-président a été supprimé et qu'on est devenu, après le chef de l'État et le président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée était anglophone. Je crois que dans les prochaines semaines, le président est quelqu'un qui connaît parfaitement ce dossier. Donc, tout ce que les gens racontent à côté, il ne peut pas les lui adhérer. Il sait ce qu'il doit faire. Et le président aime bien qu'on le laisse faire les choses en son temps. Merci. Et je crois qu'il a commencé à le faire. Ça ne sert à rien de recommencer à revendiquer quoi que ce soit, mais je suis sûr que d'ici les élections d'octobre, et ou immédiatement après le gouvernement qui va suivre, je peux vous garantir que le président va recadrer tout le côté politique qui nécessite d'être recadré, parce que les revendications corporatistes ont été presque évacuées, et ce qui est en cours, c'est le processus qui sont en cours. Peut-être pour finir en un mot, Elie, peut-être sans être un peu long, hein. Pourriez-vous nous dresser néanmoins la liste de ceux qui pourraient participer à un tel échange? Une liste de personnalités comme ça, de bout en blanc, ce qui vous passerait par la tête?
Pour moi, rapidement, je crois qu'il Il faut séparer. Oui. Gouvernement. Allez-y, allez-y, allons-y dans le panier. Oui, bon, lui, peut-être... Non, vas-y, c'est toi qu'on a posé la question. Voilà, bon, moi je pense par exemple dans le secteur, dans la société civile, vous avez des gens comme Agbobala, vous avez le docteur Fontem, Mancho BBC, Madame Kawala, le cardinal Toumi et Monsieur Wirba. Il y en a des gens qui sont vraiment représentatifs avec les gens, bon, on ne parle pas pour ça, oui, les gens qui ont une crédibilité, qui connaissent la réalité. Je voulais, s'il te plaît, rapidement. Oui, on conclut. Le problème des anglophones est que la fin de l'État fédéral, qui est une violation des traités de Fumban, l'article 47 l'interdit de mettre en fin. Et l'histoire qu'on nous fait consommer en disant que c'était cher, l'État fédéral, c'est archi faux. Lisez le livre noir, dossier noir sur le Cameroun, écrit par Pierre Hela. C'est une recommandation de la France, de Charles de Gaulle, que mettez-moi fin à ce système, vous devez avoir 2 pays, et derrière c'était de francophoniser les anglophones. Et c'est ça que les anglophones ont refusé. On va prendre la transition pour passer au deuxième sujet de ce soir, s'agissant du processus électoral qui, dans quelques jours seulement, pour ce qui est des élections sénatoriales, sera à son terme. Et dans ce deuxième thème, Philippe Nanga, je vais commencer par vous. Évidemment, je vous ai rencontré sur le terrain pendant les élections, les restantes élections sénatoriales, en tant que responsable d'une organisation qui suit de très près ces questions-là. Je sais que vous avez également organisé beaucoup de rencontres avec les différents acteurs politiques, société civile, journalistes et tout le reste, pour largement sensibiliser et informer sur la question. Alors, à l'issue de ces premières, du moins des deuxièmes sénateurs au Cameroun, quelles sont les observations premières qu'on pourrait en faire? Bon, il faut dire l'observation première. Je l'ai fait déjà remarquer, le même jour d'ailleurs, ou sinon le lendemain de cette élection. C'est la crainte que la situation sécuritaire qui sévit actuellement au Cameroun ne justifie le retour en force du MINAT, n'est-ce pas, dans le processus électoral. C'est la principale remarque que j'ai fait de ce processus qui est en train de s'achever. Parce qu'on a vu quand même une trop grosse présence active, n'est-ce pas, des agents du ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale, donc préfet, sous-préfet, gouverneur, très actifs, n'est-ce pas, dans ce processus, et souvent mettant un peu à l'isoloir les vrais responsables du processus électoral, donc les cadres de l'ECAM. Et donc ça, c'est notre principale crainte. Et comment s'est manifesté, contrairement au précédent scrutin, comment s'est manifestée cette présence de l'administration, comme vous le dites? On a vu déjà une présence physique sur les lieux, souvent dans les bureaux, très souvent dans les bureaux de vote, prendre des initiatives. Par exemple, dans la plupart des localités où nos observateurs ont été priés souvent de dégager, c'était pas fait par les responsables de l'ECAM, c'était fait par soit un préfet, soit un sous-préfet. Dans certains, même à Douala ici, on a vu voilà, des sous-préfets, le préfet suggérer, demander que voilà qu'on anticipe voilà, les décomptes de voix parce que tout le monde était déjà passé et que l'ECAM estimait qu'il fallait attendre la fin de la journée telle que prévue par la loi, donc 18 heures. Voilà, on a donc cette présence non seulement physique mais active, ces allées et venues dans les bureaux de vote. Ça, pour nous, c'est très inquiétant parce qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps. On a vu des situations, on a vécu au Conquis où nos observateurs, par exemple, étaient là et que tout se passait bien avec l'ECAM jusqu'à ce que le préfet vienne demander à nos observateurs de dégager. Et nos observateurs se sont retournés vers l'ECAM pour demander mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment, c'est le préfet, voilà, il faut obéir. Donc, vous voyez un peu, alors,
quand vous avez donc un responsable de l'ECAM, qui en réalité est le patron, hein, parce que quand on parle d'autorité électorale au Cameroun, c'est pas la préfecture, c'est pas le MINAT, c'est bien l'ECAM qui est l'autorité électorale au Cameroun, et donc qui doit mener de bout en bout le processus en ce qui concerne ces élections-là, en tout cas au niveau régional. C'est l'ECAM qui était chargé au niveau local, c'est l'ECAM qui était chargé de conduire tout le processus. Et donc, on n'avait pas besoin. Et dans si vous voulez, la nomenclature, sinon l'organigramme, n'est-ce pas, des responsables en charge de la conduite des opérations électorales, à aucun moment, à ma connaissance, à aucun moment, le code électoral ne fait intervenir, n'est-ce pas, le MINAT en tant qu'acteur, n'est-ce pas, dans ce processus-là. À un moment, ils sont aussi participants comme les autres, mais toujours sous la supervision de l'ECAM. Donc ça, personnellement, j'ai été gêné. On a vu aussi, n'est-ce pas, souvent, les responsables de l'ECAM. C'est eux qui allaient voilà, prendre les préfets, les amener dans les bureaux de vote, qui allaient saluer les gens et qui revenaient. Et ça, on voyait un peu le responsable de l'ECAM, le patron, n'est-ce pas, du processus, c'est mettre en dessous, n'est-ce pas, d'un sous-préfet ou du préfet. Et ça, c'est très inquiétant. Pour le visuel, c'est très inquiétant parce que nous qui faisons un travail de sensibilisation pour renforcer la participation massive des populations au processus électoral, et ces populations qui nous renvoient que même vous voulez qu'on aille où, et l'ECAM, c'est pas différent du gouvernement, le gouvernement c'est pas différent du RDPC. Donc quand on voit ça, ça nous inquiète énormément parce que on est confus face à l'opinion qui nous dit, mais vous voyez, on vous a toujours dit qu'il n'y a pas de différence entre l'ECAM, le gouvernement, et comme il n'y a pas de différence, le gouvernement et le RDPC. Comment voulez-vous qu'on passe par une affaire où c'est une personne qui organise, qui est candidat, qui est concurrent et face aux autres? Donc ça nous a beaucoup inquiété et j'ose croire que le prétexte sécuritaire a pu justifier cela. J'ose croire aussi qu'il y avait l'enthousiasme du MINAT qui a certainement donné des instructions à ses collaborateurs d'être très présents pour s'assurer de la sécurité. Et du coup, ils ont confondu que même où il n'y avait pas de danger forcément, il fallait qu'ils soient présents et qu'ils soient actifs. Et ça au-delà de ces observations de forme, sur les questions de fond, la gestion du matériel, tout ce qui est bulletin, tout ce qui est procès-verbaux, tout ce qui est urne. Bon, il faut déjà dire que l'élection sénatoriale, ça représente à peu près moins de 10% en termes de logistique par rapport à une élection législative. Voilà. Donc, c'est vraiment assez léger en termes de logistique, en termes de conduite, en termes d'activité. Donc, ça n'a pas posé de problème globalement à l'ECAM. Peut-être au début, parce qu'ils ont été surpris, et ça, on le disait déjà avant qu'ils vont être surpris, et donc au début, ils vont paniquer. C'est ce qui s'est passé parce que presque partout où ils ont affiché les premières listes, n'est-ce pas, des électeurs, presque partout sur l'ensemble du territoire, c'était des listes non actualisées. Donc, on avait encore des conseillers qui étaient décédés et tout ça, le temps qu'ils se ravisent, tout ça. Donc, ils n'étaient pas préparés. Ça, on l'a vu même à Douala. Il a fallu, n'est-ce pas, après quelques semaines pour qu'on réactualise et tout. Donc, ils n'étaient pas préparés, n'est-ce pas, à cela. Et c'est ça un peu la crainte que nous avons souvent quand nous disons que c'est dangereux quand l'organe en charge de la conduite des opérations électorales ne maîtrise pas le calendrier. En dehors de ce début-là qui a été un peu difficile parce que surpris par la convocation du collège électoral, le reste, je pense que ça a été globalement bien conduit par les agents de l'ECAM qui étaient plutôt à l'aise. Je pense qu'il y avait aussi suffisamment de moyens parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup du monde qui représentait l'ECAM, les hôtesses, voilà, c'était facile à gérer. Et à ce niveau-là, nous n'avons pas vraiment d'observation. Il y a eu des petits couacs, par exemple, comme ce qui s'est passé dans le Noun où quelqu'un a émargé à la place de Nôtre. Du coup, les conseillers de l'UDC ont demandé qu'on change le président du bureau. En dehors de ces petits couacs-là, je pense que... Et puis les questions sécuritaires aussi qui ne relevaient pas de la compétence de l'ECAM, qui ont obligé, n'est-ce pas... Après, du coup, voilà, là aussi,
finalement, ce n'est pas l'ECAM qui a géré, le bureau de l'EBIALEM qui a été délocalisé. Voilà, c'est une situation où ce n'est plus l'ECAM qui maîtrisait la situation. Et jusqu'à ce jour, je peux vous garantir que nous avons des problèmes à recouper les informations exactes sur le sud-ouest. Parce que nos observateurs n'ont pas pu suivre. C'est le seul département où aucun observateur... On a essayé, nos observateurs n'ont aucune information, les autres observateurs qui étaient sur le terrain n'ont pas été capables. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a réuni les conseillers de l'EBIALEM à Tchang et qu'à un moment donné, on les a transportés pour Mendy. C'est tout ce qu'on sait. Et après, personne n'était là, n'est-ce pas, à Mendy pour voir comment ça se déroulait finalement. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose. Et je disais tout à l'heure, je ne vois pas comment on pourra gérer les prochaines élections si on n'a pas réglé définitivement la question, n'est-ce pas, de la crise anglophone et d'autres crises encore. Parce que si on a pu faire comme ça avec le LEBIALEM, on ne pourra pas faire comme ça avec 30 000 bureaux de vote. Ça, c'est sûr. Donc il est impérieux, n'est-ce pas, d'amorcer vraiment le dialogue. Donc, voilà les petits quoi qu'on a relevés. Après, il y a aussi que... peut-être que M. Moutamba a essayé d'expliquer, mais on n'a pas beaucoup compris l'agitation au sein du RDPC, qui était pourtant donné favori en dehors du Nord-Ouest, et qui, à certains moments, a dû, n'est-ce pas, selon les informations recueillies, ça et là, procéder encore à la corruption auprès de ses propres militants pour que ceux-ci puissent... parce que même à Douala, on nous a signalé, un conseiller nous a signalé qu'il y avait, n'est-ce pas, des électeurs qui sortaient avec les bulletins de vote. On a aussi vu dans la Damawa, ça a été signalé. Qui sortent avec les bulletins de vote, c'est une signification, ça veut dire qu'ils vont prouver. Oui, voilà, pour aller. Je n'ai pas choisi je n'ai pas choisi celui-ci. Okay. Donc ça aussi, on l'a vu. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru sur les achats, n'est-ce pas, des bulletins de vote. Je vous dis même à Douala, j'étais là, moi j'ai été interpellé par un conseiller qui m'a dit, Monsieur Nanga, attention. Je rappelle que dans le Vaury, le RDPC au moins 20 voix de plus que ses conseillers. On n'a pas compris. Oui, mais je pense que l'enjeu était aussi là. Finalement, on a compris que l'enjeu était aussi là. Non seulement il fallait préserver les acquis, donc montrer, parce que le problème dans le RDPC, c'est que les élites locales veulent montrer à la hiérarchie qu'ils contrôlent la localité. Donc du coup, ils font tout pour ne pas perdre une voix, mieux pour acheter les voix adverses. Et comme les autres n'avaient rien à gagner, donc c'était facile d'acheter les gens. C'était facile d'acheter les gens parce qu'ils se disaient, nous, comme ça s'est passé à Yabassi, les gens se sont dit, nous n'avons rien à perdre de toutes les façons, que de faire le dur, il vaut mieux négocier et puis gagner un peu d'argent. On ne regrette pas de vous avoir laissé autant de temps de parole. Et d'ailleurs, il m'a suscité une ou deux questions. Vous allez répondre, hein, vous aurez le temps également. Mais il m'a suscité une ou deux questions. Comment organiser des élections dans un contexte sécuritaire où les conditions maximales ne sont pas réunies? On l'a dit peut-être pour le BLM. Ça s'est peut-être moins vu dans l'extrême nord, mais je veux dire dans une élection générale, ça pourrait être des postes sensibles, même l'Est, qui de temps en temps, à certains endroits, montre des flexibilités sécuritaires. Oui, merci, député. Oui, il faut savoir que les sénateurs au Cameroun, bon, c'est une élection indirecte. Hein. C'est un collège électoral composé de conseillers municipaux. Et donc, le corps électoral est très faible. Il n'est pas aussi important que le corps électoral d'une présidentielle. D'où la pertinence de la question, d'ailleurs. Tout à fait, j'en viens. Donc, moi, je pense que dès le départ, c'était clair que l'ODPC devait prendre tous ses sénateurs. C'est vrai qu'il y en a qui pensent que la politique, c'est la loterie. Ils ont fait des listes pour aller faire campagne auprès des militants d'autres partis, sans que cela ait démissionné. Les gens rêvaient, en fait. C'était clair pour le RDPC qu'ils devaient gagner. Maintenant, ceux qui ont fait des listes dans les 10 régions, alors qu'ils n'ont pas de conseillers, sur 10 600 conseillers, le RDPC en a peut-être 8 600. Alors quand vous voyez ça, c'était normal. Les résultats 10 112. Voilà. C'est normal que le RDPC gagne. Maintenant, les autres qui sont venus en pensant qu'ils vont retourner les électeurs du RDPC pour leur propre cause, ont eu pour leur compte. Le RDPC a voté pour la majorité pour ses propres listes. Et je crois que M. Nanga a soulevé quelque chose d'important concernant l'autorité administrative. L'autorité administrative est impliquée dans ces élections, mais elle ne doit pas être très visible. Elle ne doit pas se mettre en relief. Elle doit être discrète parce que vous savez, c'est une élection un peu particulière dans ce sens que la loi prévoit
que chaque conseiller a droit à 50 000 francs pour venir, pour prendre part au vote. Pourquoi? Parce qu'on a organisé les choses de telle manière qu'on ramène tous les conseillers des différents arrondissements de chaque département ou chez le département pour prendre part au vote. Et du coup, il faut prendre en charge la logistique, transport, hébergement, restauration et tout. Donc, dans les textes de l'État, chaque conseiller qui prend part au vote a droit à 50 000 francs. Et maintenant, cet argent est récupéré à quel niveau? C'est auprès de l'autorité administrative. Et puis, l'autorité administrative doit peut-être s'organiser, doit s'arranger à être sûr que les gens qui vont venir toucher, les gens qui sont partis effectivement voter. Donc, mais il peut le faire de façon discrète, il n'est pas obligé de se mettre en relief, comme l'a souligné M. Mais si l'autorité administrative va lever la main sur l'organisation même du scrutin, non, là, elle aurait également pu, l'autorité pu lever la main sur les questions financières. Je suis d'accord, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que les responsables et les CAM doivent assumer, prendre les responsabilités. Un sous-préfet ne peut pas, ou un préfet ne doit pas venir donner des ordres dans le cadre de son travail qui est bien régi par les textes. C'est eux qui sont faibles, ils n'ont pas à céder. Donc le sous-préfet qui vient, qui veut influencer les élections, ou le préfet, et que l'agent et les CAM, le responsable des CAM recule, ben c'est lui qui n'a pas à reculer. Il doit dire gentiment, sans agression, il doit dire à l'oreille du chef de terre, chef, vraiment, ça présente mal que vous soyez là. Ce serait bien, s'il y a des instructions, on en parle, et puis moi je reste les appliquer. Que ce soit lui qui vienne, devant tout le monde, devant les caméras, faire appliquer tout, comme M. Nanga dit, ça ne donne pas le sentiment que l'administration est à côté. Pourtant, l'administration ne fait plus trop partie des élections. Avant, c'est l'administration territoriale qui organisait les élections. Ensuite, on est passé au NEL 1, au NEL 2, et maintenant on est à l'ECAM. Ils sont complètement à côté. Il y a aussi, je vous coupe pas, excusez-moi, il y a aussi cette... je ne veux pas dire confusion, incompréhension sur la conférence de presse, la sortie d'une ministre de l'administration territoriale qui a pris sur lui de donner un ensemble d'informations. Le ministre de l'administration territoriale... Qui a déclaré d'ailleurs qu'il est à la tête du ministère chargé des questions électorales. Au sein du gouvernement. Ouais. Non, mais disons que le MINAT, au sein du gouvernement, suit les élections. C'est normal. Le MINAT venait de mettre en place un système de renseignement et voulait montrer aux populations camerounaises que ces bulletins de renseignement qui sont remontés depuis les 360 arrondissements, les 58 départements, les 10 régions, font état de ce que la situation est calme. Donc, je crois que c'était son message, c'était lié au problème de sécurité, ce n'était pas lié à Elecam. Maintenant, Elecam, à côté, avait des choses qui étaient un peu différentes, ce qui est tout à fait normal. Je voudrais revenir sur le cas de Le Bialem, c'est Le Bialem qu'on a transporté. Bon, moi, je pense que le fait qu'il y ait très peu d'électeurs, le corps électoral étant faible, on pourrait bien déplacer tous les électeurs pour aller. Ça ne sera pas possible pour les députations, pour les mairies, pour la présidentielle. C'est sûr que d'ici là, je souhaite que le calme revienne dans les 10 régions de ce pays, parce qu'effectivement, à l'état actuel, il y a lieu de craindre. Ah oui, moi je le dis depuis, il y a lieu de craindre qu'il n'y ait pas élection dans ces 2 régions. Parce que ce n'est pas facile d'avoir les populations qui vont venir voter, sachant qu'il y a des gens qui sont armés de couteaux, d'armes de part et d'autre. Il y a des représailles. Donc les gens qui vont venir. Vous savez, dans ce genre de situation, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau d'Ipita, mon papa était sous-préfet en Maga 70-75, quand on parlait de rébellion. On disait les maquisards, les terroristes, ils n'étaient pas dans la forêt, ils étaient en ville avec nous là. Ils restaient avec nous, ils vivaient avec nous, ils jouaient avec nous, ils mangeaient avec nous. Et quand ils voyaient dans la journée ceux qui n'étaient pas en phase avec eux, le soir, ils venaient régler les comptes. Donc c'est ce qui se passe là-bas, il ne faut pas croire qu'ils sont en forêt. Ils sont là. Quand ils vont voir les gens venir s'allier pour prendre part au vote, le soir, les représailles vont suivre. Regardez, il y a eu un conseil municipal, je crois, du SIF. Regardez ce qui s'est passé dans les années 90. Momentanément pris et puis libéré. Vous croyez que c'est par hasard qu'on prend au niveau des forces de sécurité des Camerounais d'autres régions pour aller au nord-sud? Ce n'est pas au hasard. On a eu dans les années 90 ici à Douala, les Camerounais de forces de sécurité de Douala qui montaient au créneau pour intervenir. Pendant qu'ils étaient au front, on mettait le feu à leur maison derrière. Vous comprenez? Et il ne peut pas être concentré dans son travail là-bas alors qu'on est en train de mettre le feu chez lui, avec femmes et enfants. Vous comprenez que c'est des situations très très difficiles. Et je souhaite vraiment qu'avant les prochaines élections, que ces 2 régions reviennent dans le calme, la paix et qu'on puisse en être tranquille. Sinon, si cette tension reste, je suis sûr que ces 2 régions ne pourront pas. Il faut dire qu'il y a quand même eu près de 200 conseillers qui n'ont pas participé au vote justement dans la région du Sud-Ouest. Sur 10 112, pour être précis. Donc environ 10%. Hein.
légèrement moins. Juste dans le sud. Ah non, non, pas, non, non, ça, non, 200, non, non. Ça, c'est dans le sud-ouest. C'est pas sur le plan national. Sur le plan national, c'est beaucoup plus que ça. Les gens ont pas de Il y a représailles. plus de 60% qui n'ont pas participé. Entre ceux qui ne l'ont pas fait pour des raisons, pour des cas de force majeure, comme l'a dit Alem, ou ceux qui volontairement ou involontairement ne l'ont pas fait. Qui ont peur, hein. Qui ont peur. Alors, Elie, sur déjà votre observation sur l'organisation générale, et puis la perspective en vue des prochaines élections, sous-entendu qu'il y a des zones qui pourraient être des zones de frayeur. Et bon, moi, j'abonde un peu dans le sens de ce que M. Nanga a observé ça, parce qu'avant même ça, j'avais lu un peu sur la page d'une de mes collègues, que je ne citerai pas le nom, pour qu'il n'ait pas de représailles aussi sur elle qu'on la chasse au travail. Et qu'on ne trouve pas normal qu'un préfet ou un sous-préfet est dans un bureau de vote. Comme ça s'est passé, c'est pas normal. Ça veut démontrer que ça ne serait pas honnête et transparent les élections. Mais dans pour les grandes élections législatives et présidentielles, parce que vous avez parlé de l'étape du département de Lébialem, il y a aussi le département de Ndiane, que les centres ont été délocalisés, ont été délocalisés. Moi, je pense que pour parler des élections maintenant législatives ou présidentielles dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'est être prématuré ou de nous tromper. Parce que ce qui va se passer est que je ne pense pas qu'il y aura élection là-bas. Tout simplement parce que graduellement, on peut prétendre comme on veut, rester dans les centres urbains, mais dans les milieux ruraux, le gouvernement ne contrôle pas. Et comme il a bien dit, par exemple, dans bien sûr, c'est en l'état actuel, si la situation ne s'apaise pas. Oui, oui. Est-ce que le gouvernement est disposé à apaiser la situation? Apaiser la situation, est-ce que le communiqué que M. Agwabala a dit, libérer tous les prisonniers qui sont en détention, et vous allez voir même ensemble des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont stationnaires, eux ils n'ont pas de problème. C'est les forces de l'ordre qu'on est en train de les transporter pour les amener là-bas. C'est eux qui causent des problèmes, qui brûlent les maisons et qui pillent les maisons des gens qui sont là-bas. Je pense que ce que le gouvernement doit faire est d'essayer de négocier. Sans ça, je vous assure, je ne crois pas qu'il y aura élection dans le sud-ouest et le nord-ouest, parce que vous voyez dans les places comme Mouniengue, quelqu'un t'appelle, tous ces gars-là, ils sont dans le quartier. Donc si tu vas voter, il va venir t'arrêter chez toi ou brûler votre maison. Donc, et puis autre chose, si les élections auront lieu, il faudra que ce soit les élections honnêtes et transparentes. Il y a une autre manière de casser un mouvement. Il faut que ce soit les élections honnêtes et transparentes, que ceux qui seront élus soient des gens que la population veut. Par exemple, je prends un exemple tout au hasard, si on organise une élection, par exemple, dans la constitution spéciale de Djakiri, je ne vois pas qui peut battre M. Wiriba. Donc, c'est la même chose que je pense que si nous voulions la stabilité et l'unité de ce pays et la paix, il faudrait que ces élections, si elles peuvent avoir lieu, qu'elles soient honnêtes et transparentes, que le RDPC ne triche pas les élections. Alors, je vais finir, je ressors avec vous. Philippe Nanga, y a-t-il lieu quand même d'espérer pour les autres scrutins municipaux, législatifs et présidentiels? Il n'y a pas pris en demeure non plus. Hein. Je veux dire oui, que... espérer évidemment qu'on espère, sinon on ne serait pas là. Nous, on travaille quotidiennement à ce qu'on puisse avancer justement dans les processus démocratiques. Si on n'avait pas espoir, on aurait arrêté de travailler dans ce champ-là. Maintenant, l'espoir repose également sur la capacité du gouvernement à s'ouvrir au dialogue et à accepter, n'est-ce pas, que la situation soit effectivement mise à la table de discussion et qu'une solution durable soit trouvée. Tout au moins qu'on amorce, n'est-ce pas, le processus. Je pense que c'est pour nous la seule possibilité d'aller à une élection sereinement et donc d'espérer, n'est-ce pas, avoir une élection transparente et honnête, même s'il y a beaucoup de choses à revoir, n'est-ce pas, dans notre processus électoral, ça il faut le dire. Nous sommes dans un plaidoyer pour la réforme du code électoral. Malheureusement, on est en pleine année électorale et normalement, il nous est interdit, au vu de la charte africaine, si on veut la respecter, d'amorcer des réformes en année électorale. Absolument. Et pourtant, nous avons encore beaucoup de choses à revoir dans notre code électoral, mais de façon alternative, nous travaillons à mobiliser au maximum les citoyens camerounais
pour créer le rapport de force en termes de suivi citoyen qui pourrait imposer à ce que le processus soit transparent. C'est ce que nous faisons. Maintenant, alors comment faire pour que dans les autres, notamment dans la zone anglophone, le processus déroule? Je pense, à mon avis, qu'il faut absolument amorcer le dialogue. Absolument. Parce que je dois dire que les choses allant assez vite, après, si le président de la République veut respecter un temps soit peu le calendrier, il nous reste à peu près 1 mois et demi, au maximum 2, pour la convocation du corps électoral pour les prochaines élections. Donc ça nous laisse plus beaucoup de marge. Si on convoque déjà le corps électoral et qu'on n'a même pas amorcé le processus de dialogue, ça risque d'être compliqué. Je peux vous dire que nous avons des animateurs, des gens qu'on appelle des animateurs de proximité, qui travaillent dans le sud-ouest et dans le nord-ouest à accompagner les populations, mais ils ont arrêté leur travail. Actuellement, ça je vous dis, ils ont arrêté le travail parce qu'ils ne sont plus capables de parler élection actuellement dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça, c'est une réalité. Ils nous ont dit vraiment, pour le moment, c'est maladroit d'aller dans le public pour parler d'élection. Donc, vous voyez donc que si on amorce pas vraiment... pour des raisons sécuritaires. Bien sûr. Alors qu'ils sont de là, nous travaillons avec les associations, on vient de faire des formations il y a quelques mois avec les partis politiques, avec les journalistes. Les gens sont venus, ont participé à nos activités. Mais aujourd'hui, la situation est telle que nos animateurs ne sont plus en sécurité d'aller vers le public pour parler élection. Ça veut dire que la situation s'est davantage dégradée. Donc, il y a nécessité de lancer absolument un processus de dialogue pour rassurer les populations et puis décanter la situation, détendre l'atmosphère et permettre à ce qu'il y ait un processus participatif qui se déroule dans la sérénité, même si, n'est-ce pas, le cadre juridique électoral reste très imparfait, ça il faut le dire, très imparfait, mais nous comptons sur notre capacité de mobilisation des acteurs pour créer ce rapport de force qui ferait que même avec un cadre électoral, juridique électoral imparfait, que les citoyens mobilisés soient capables d'imposer la transparence et l'équité électorale. Ça, nous travaillons là-dessus. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons la caravane citoyenne contre la fraude électorale. Ça va être une sorte de brigade anti-fraude électorale que nous sommes en train de former pour, je le dis comme ça de façon brute, traquer les fraudeurs. Question quand même de dire aux gens, il est temps qu'on arrête, n'est-ce pas, de torpiller les processus. Si nous voulons construire notre pays, au fil des années, nous avons eu des gens élus, n'est-ce pas, mal élus, et donc du coup, n'étant pas l'émanation de la volonté populaire, et le résultat, il s'est fait voir dans la gouvernance, la qualité de la gouvernance. Dès lors que vous avez affaire à des élus qui ne sont pas la volonté de la population, de la majorité de la population, la qualité de la gouvernance aussi se trouve être affectée. Et donc nous voulons que notre pays passe un cap au-dessus, et c'est pour ça que nous travaillons là-dessus. Et vraiment, nous sommes en train de prendre des mesures, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle classe politique qui se met aussi en place, qui donne de l'espoir, et nous croyons que tout ça combiné, ça peut produire quelque chose. Mais la clé reste qu'on amorce tout au moins, j'insiste là-dessus, un processus de dialogue. Merci. On va prendre la dernière transition pour aborder la question relative à l'opération Épervier et comprendre la logique de nouvelles interpellations. Et pour cette dernière question, je commence autour de table avec vous, Robert Mouté Abassa. Paul Biya se tire-t-il une balle dans le pied en cette année électorale ou voudrait-il s'attirer la sympathie de l'opinion selon un label qu'on a connu, rigueur et moralisation? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette reprise, d'ailleurs, comme d'habitude, entourée d'une communication assez extraordinaire autour de cette opération-là? Oui, député, disons que oui, ça c'est quand on regarde les choses de façon superficielle, mais quand on va un peu plus en profondeur, on peut comprendre ce qui se passe. Vous savez, moi je l'avais déjà dit dans une tribune en 2012 que le mal était très profond et qu'il n'y aurait pas assez de prisons pour mettre tous les prévaricateurs de la République, tous les voleurs. Parce que tous ceux qui ont eu des positions de gestionnaires de crédit dans ce pays
vous pouvez être sûr que plus de 90% ont pioché dans la caisse. Et donc, à un moment donné, je vous ai dit tout à l'heure, je reviens dessus, beaucoup qui avaient volé, pas pour manger, parce que quand vous entendez parler des sommes qu'on annonce, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire. C'est pour atteindre le pouvoir suprême. C'est pour être prêt, le moment venu, à aller prendre le pouvoir suprême. Et donc, par rapport à ça, beaucoup se sont sauvagement enrichis, hein, en piochant dans les caisses de l'État. Donc, ça fait que, à un moment donné, quand le président a lancé cette campagne de lutte contre la corruption, ça fait que tous ceux qui volaient et qui avaient l'ambition d'aller jusqu'à la magistrature suprême ont fait courir l'information selon laquelle il y avait une chasse aux sorcières organisée par le président. Donc le président lui-même, qui veut bien faire une campagne d'assainissement, se retrouve en difficulté par ses collaborateurs qui font, parce qu'ils ne parlent pas dans les médias comme nous, mais dans les chaumières, en off, ils accablent le président de tous les mots. Ils disent que c'est le président qui veut essayer d'écarter tous ceux qui sont candidats à la présidentielle. Donc du coup, le président s'est senti mal à pouvoir gérer une lutte contre la corruption alors qu'on dit que c'est à tête chercheuse. Donc, un bémol a été mis pendant un certain temps, que tout le monde trouvait déjà long, effectivement. Et il y a eu des remplacements au niveau du TCS. Et du coup, remarquez que le nouveau président du TCS a été nommé et a été installé 7 mois après. Et ne pensez pas que pendant 7 mois, il ne faisait rien. En fait, on a ressassé tous les dossiers. Parce que vous savez, dans nos tribunaux, là, dès qu'un dossier traîne déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, les papiers commencent à disparaître à l'intérieur parce qu'il y a des gens dans les services compétents, greffe et autres, qui vous enlèvent les papiers importants des dossiers et ça bloque les procédures. Donc, quelque part, pendant les 7 mois, le nouveau président de TCS a essayé de remettre à l'endroit tous les dossiers qui traînent depuis des années là-bas. Et du coup, dès il était prêt, on l'a installé. Et il a commencé les arrestations. Je peux vous garantir que tout ce qu'on prend là, ces nouvelles prises là, les dossiers sont complets, il ne manque rien. Parce que justement... Je rappelle qu'ils sont encore quand même des présumés innocents. Non, ils vont être condamnés. On a les preuves. Non, il y a les preuves, je vous dis. Ils sont la justice. Non, ils sont présumés, d'accord. Si ce point, les sont la justice, d'accord. Voilà. Ok, je laisse on va suivre. Mais je peux vous garantir procédure. que les dossiers sont complets avec toutes les preuves possibles. Et les gens avaient déjà atteint un niveau où les gens n'avaient plus peur du président parce que les réseaux donnaient le sentiment qu'ils sont devenus très puissants. Quand vous voyez comment le ministre Tanganakuna, malgré les interdictions, s'est retrouvé en train de sortir parce qu'il a été aidé par les réseaux. Et il a fallu que le président tape du poing sur la table pour qu'il revienne. Parce que vous savez, ce genre de choses, le président s'est bien rendu compte... Comment est-il sorti? Qu'a dit le président? Le président s'est bien rendu compte qu'il y a des gens qui se disent intouchables, les barons du système, mais qui étaient même proches de lui, par lesquels les gens passaient pour mettre des réseaux en place et empêcher les choses de fonctionner. Ce monsieur qui est rentré, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de hautes personnalités qui ne dorment plus. Tout simplement parce que, Garga m'en avait parlé de baleines à l'époque, mais il vous dit qu'il y a des gros baobabs qui sont concernés dans cette histoire-là. Je ne veux pas citer le nom ici, je n'ai pas l'autorisation de le faire, mais je peux dire qu'aller suivre mon ami Georges Gilbert Baonga, lui ne mâche pas les mots, hein. Il donne les noms des gens. Et il donne les noms et personne ne lui fait rien, parce que justement, il a les preuves de ce qu'il dit. Donc je peux vous dire qu'il y a des gros baobabs qui sont concernés dans ces histoires-là. Et qui vont tomber également. Tanganakuna va donner les noms. Et quand il va donner le nom, on va les prendre. Et je peux vous garantir qu'avant le présidentiel, il risque d'avoir notre remaniement ministériel pour libérer ceux-là qui se mettent à la disposition de la justice. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils sont intouchables, ont mis en place un réseau pour essayer d'empêcher le pays de fonctionner. Vous voyez même des hommes d'affaires qui sont rentrés véreux, qui sont rentrés dans ce concubinage incestueux-là. Les hommes d'affaires... Ils seront pris également, les hommes d'affaires. Ah, bien sûr, on va les prendre. Quand je vous parle de Bonandioké complètement vendu, les zones de marécage qui sont vendues et tout, vous croyez que c'est qui? C'est les hommes d'affaires qui ont de l'argent, qui donnent du cash flow. Et ce genre d'hommes d'affaires doivent être pris. Ça, c'est clair. Je pense que le président a enclenché une nouvelle phase de l'opération épervier et doit aller rapidement jusqu'au bout. Parce que s'il ne part pas, ces baobabs, ces baleines-là, ces messieurs vont aller plus vite que lui. Et s'ils partent plus vite que lui, c'est lui qui peut se retrouver dans les problèmes. Parce que c'est devenu des monstres. C'est lui qui les a créés, mais ils sont devenus des monstres qui sont devenus très dangereux aujourd'hui. Je crois que la lutte qui est relancée, ce n'est pas par rapport aux élections,
Je crois que le président est conscient, qu'il a trouvé un pays calme, stable, dans la paix. Il est conscient que s'il doit partir, il doit laisser ce pays calme, stable, dans la paix. Et les gens qui étaient proches de lui, ou qui se disaient ses proches, ses poids lourds, ils se rendent bien compte que c'est eux qui sont à la manœuvre. Parce que avant, quand on a commencé à attraper les gens dans les histoires de détournement, c'était les marchés fictifs, c'était les 4-9, c'était les ceci, cela. Tout le monde a vu que on les prenait facilement. Tout le monde a fui ces réseaux-là. C'est les rétro-commissions, c'est les hommes d'affaires qui rentrent dans le jeu, c'est les tours de passe-passe qui se font. Les gens font le trafic d'influence. Aujourd'hui, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on en a parlé dans les autres thèmes, les gens sortent parfois de nulle part. C'est parce que quelque part, l'argent circule. Avec l'argent, on peut tout faire au Cameroun. Et du coup, ceux qui ont l'argent font tout ce qu'ils veulent. Donc, je pense que cette nouvelle, la reprise de l'opération Épervier n'est pas liée parce qu'il y a les élections. Le président Biya, s'il se présente, il va gagner. Les Camerounais aiment bien le président Biya. Et à côté de ça... J'aime bien vos sondages. Non, ce n'est pas une affaire de sondage, il y a des chiffres. Peut-être toutes les élections... Vos sondages sont absolus. Depuis les années 90, peut-être toutes les élections, vous allez voir que le premier, le deuxième, le troisième des élections présidentielles, les trois premiers totalisent toujours plus de 90-95%. Même si tout au long du processus, durant ces années, on a passé le temps à améliorer le processus parce qu'effectivement, ils présentaient des failles. Ce n'est pas pour un processus, justement, Dipita, parce qu'en 90, ok, 92, par exemple, c'est l'administration territoriale qui a organisé les élections. Oui. Mais ça n'a pas empêché Fournier de faire le score qu'il a fait. Voilà. Ok. Donc, moi, je crois que c'est les partis. Mais justement, je voulais pas dire que lors des précédents scrutins, on a quand même noté qu'il y avait des fraudes qui avaient été commises dans la plupart des rapports. Le peuple camerounais a donné un chèque en blanc au parti d'opposition dans les années 90. Ils ont mal géré ce chèque en blanc. Le peuple s'est rétracté et du coup, ils ont du mal à la mobiliser le peuple. Donc, je pense que pour revenir à cette... Pour terminer, je veux dire une chose. Ce qui est sûr, c'est que cette lutte contre Épervier, le président s'est bien rendu compte que c'est les gens en qui il a fait confiance, sur lesquels il s'appuie à fond, qui ont utilisé cette position de pouvoir pour faire le désordre qu'on a dans ce pays aujourd'hui. Et ce pays ne peut pas continuer dans ces ordres. Sinon, il y aura une révolution. Il vaut mieux que le président lui organise la révolution, qu'il la contrôle et laisse le pays dans les rails. Parce que si la révolution s'organise d'elle-même, par la rue, personne ne pourra la contrôler. Et les Sbidjo reprend sur la même question. Biya se tire-t-il une balle dans le pied ou alors s'attire-t-il la sympathie de l'opinion à travers cette autre phase de l'opération Épervier? Non, moi je pense qu'il a créé ces monstres et il faudra qu'il essaye un peu d'en finir avec. Bon, est-ce qu'il va s'attirer la sympathie des peuples camerounais? Ça, c'est une autre question que j'en doute parce que le peuple camerounais souffre tellement. Mais je suis content quand M. Moutamba a dit que ça va s'étendre même jusqu'au secteur privé. Parce que vous avez dit quelque chose là, que si on était rigoureux, même tous les gestionnaires de comptes, oui, parce que moi je trouve qu'il faudra qu'on élargisse et on regarde aussi, par exemple, les commissaires aux comptes dans beaucoup de sociétés privées ou publiques. Parce qu'il y a quelque chose qui me surprend, que par exemple, les cabinets d'audit comme Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte ou Ernst & Young, qui sont souvent des commissaires aux comptes dans des sociétés publiques ou parapubliques, qu'à chaque fois, ils sont là et quand ils quittent, ils ne sont pas capables d'observer des choses. On ne peut pas dire ça. Non, je peux bien le dire. Je peux vous donner le cas de figure. Regarde par exemple le cas, c'est privé, ma foi, BISEC, PricewaterhouseCoopers, a été le commissaire aux comptes et a regardé ça pendant longtemps jusqu'au jour où le nouveau directeur qui est en train de partir est venu voir qu'il y a eu des révélations. Donc ça veut dire que quelque part, la corruption a vraiment gangréné le système, que même des cabinets qui sont censés être objectifs ne sont pas capables. Il y a le cas par exemple de KPMG avec la société Cam Waters, qui faisait tout, mais après, on voit ce qui se passait. Et ce n'est pas uniquement là-bas. Moi, je trouve que la corruption est vraiment très engrenée parce que même les commissions, parce que au-delà du Cameroun, je ne sais pas comment ça va se passer, même la commission de réglementation de la COBAC doit voir tout cela, parce que si on veut être rigoureux dans la lutte contre la corruption, il faudra que
tout le monde, je suis content si le régime va faire une expansion que ça touche, y compris les privés. Donc on verra que les cabinets comme ça, on doit voir, parce que vous voyez que ces cabinets, même à Paris, KPMG a eu des problèmes là-bas en 2008. Et donc ici, donc moi je trouve que cette lutte contre la corruption, je ne suis pas contre, je n'ai pas de sympathie vis-à-vis un ou quelqu'un d'autre. Il faudra seulement qu'il n'y ait pas de vache sacrée. Donc tout le monde doit être, et puis il faut que ça soit, on respecte la procédure. Quand monsieur Ambas a dit déjà que bon, le dossier est ficelé et qu'on va les jeter déjà. Donc, j'ai dit qu'il y a des preuves. On ne les interpelle plus quand il n'y a pas de preuves. Voilà, donc parce que ce qui est étonnant, c'est qu'une ville ou un quartier comme Bonanjo est devenu un peu désordonné, un peu, je sais que les gens vont un peu se fâcher, comme quand Gbagbo gouvernait à la Côte d'Ivoire, vous voyez le quartier plateau, chacun, on considère pas tout respecté pas. Non, je ne veux pas là dire qu'il y a un désordre qui existe, que je pense qu'à un moment, c'est lui qui a créé le désordre, il a la responsabilité de assainir le milieu qu'il a créé. Et maintenant, c'est dangereux parce que ces messieurs qu'il a créés peuvent être plus forts que lui. Merci, Elie. Je reprends également avec la même question. Philippe Nanga, s'attirer la sympathie de l'opinion ou les foudres de l'opinion? Je crains que non, et que plutôt il y ait une confusion générale dans les esprits des Camerounais et qu'ils ne comprennent pas très bien où est-ce qu'on va, parce que à la fois, il y a quand même des dossiers incertains dans cette opération-là, avec des gens qui sont là depuis quelque temps, dont les conclusions n'ont pas toujours été assez claires. Et maintenant, les nouvelles personnes, est-ce que les dossiers sont effectivement clairs? Ça, c'est à voir. Mais la réalité, c'est que, je l'ai dit il y a aussi un moment, tous ces gens qu'on arrête aujourd'hui, c'est pour des cas avérés depuis plusieurs années. Ça veut dire que c'est pas des exactions commises il y a 2 ans ou 3 ans. C'est des exactions commises il y a 10 ans. Donc ça veut dire quand même que c'est pas une question, à mon avis, dans ce cas-là, quand je fais mon analyse, c'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de système qui favorise, n'est-ce pas, que les gens se retrouvent avec autant de possibilités de piocher. Parce que comment est-ce qu'un ministre, comment est-ce qu'un gestionnaire peut se retrouver avec des milliards de francs liquides à gérer? Non, normalement, ça ne devrait jamais arriver. Ça ne devrait jamais arriver. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de personne, à mon avis, c'est un problème de système. Il faut interroger le système. Et ça, je pense que les gens commencent à comprendre aussi que comment ça se fait que dans ce pays-là, tout le monde, finalement, est voleur. Ça veut dire que, est-ce que c'est les personnes, est-ce que c'est tous les Camerounais qui finalement sont devenus des voleurs, ou alors c'est l'environnement qui prête à ce que tout le monde soit tenté de prendre et finalement prenne? Parce qu'il y a aussi un phénomène qu'il faut reconnaître. Quand vous allez explorer, n'est-ce pas, le fonctionnement de ces gens-là, vous allez voir qu'ils prennent aussi souvent pour nourrir le parti au pouvoir. Donc, dans cette transaction-là, ils se servent. Des billets voilà, ils se servent. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que, là, quand on nous dit par exemple que, quand on l'a pris, il avait près d'1 milliard de francs en liquide. Ce n'est pas des billets. Est-ce que c'est même sûr? Voilà, maintenant, ça c'est ce que je dis, c'est pour ça quand on nous dit. Maintenant, quand on le dit, quand on le dit, on a quand même vu des ministres soi-disant victimes d'un cambriolage, qu'on nous dise qu'il y avait 700 millions dans la maison. Monsieur Moutambassa. Et 2 fois de suite, vous avez un ministre qui déclare lui-même qu'il avait 500 millions dans la maison. Et il est toujours ministre. Comment vous expliquez ça? Donc je pense qu'il faut commencer par interroger aussi le système lui-même, parce que nous sommes toujours posé la question. Pourquoi le président Biya refuse de mettre en application l'article 66, qui pourrait tout au moins dissuader les gens, n'est-ce pas, de piocher dans la caisse? Parce que si vous rentrez ministre avec une maison, ou bien vous êtes en location, et que vous savez que à la fin, on va vous suivre, on va suivre ce que vous avez, même si vous avez des prête-noms. Après, on peut toujours les identifier. Et vous coincez. Je pense que ça aurait pu limiter. Aujourd'hui,
les Camerounais ont du mal aussi à comprendre que tout le monde pioche, sauf le patron. Vous voyez un peu? Là aussi, quand même, nous, on travaille avec on est proche des populations. Mais les gens, quand même, nous posent la question que, mais monsieur Nanga, comment ça se fait que tous les ministres, premier ministre, secrétaire général de la présidence, ministre de machin, tous eux, ils volent, mais sauf comment ça se passe? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils vont voler? Il ne sait pas le faire. Donc je pense que l'opinion est partagée. L'opinion est partagée. Donc c'est difficile à la fois de crédibiliser cette opération-là dans cette confusion générale. Alors, avant de répondre, vous avez terminé, hein, je serai à la dernière intervention dans l'émission. Je voudrais quand même ajouter une question. Il est quand même important aujourd'hui de s'interroger sur l'efficacité. On en a arrêté hier, on en arrête aujourd'hui, on va encore arrêter demain. Mais au finish, on ne sait pas combien rentre dans les caisses. On n'a même pas l'impact psychologique. On a l'impression que plus on en arrête, plus on en prend. Ah ouais, c'est ça. Ceux qui sont arrêtés aujourd'hui n'étaient pas là il y a 15 ans. Ça. Oui. Ouais, un peu. Donc, finalement, l'efficacité de cette opération-là... disons que cette opération a montré ses limites, elle n'est pas efficace. Parce que vous savez, quand on condamne les gens, on doit confisquer leurs biens. On doit bloquer les comptes, on doit confisquer tout ce qu'ils ont conçu comme immeubles, bâtiments et tout ce qu'ils ont. Bon, alors, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Et du coup, ça donne même l'impression aux gens qu'il vaut mieux voler, laisser le pactole à la famille et aller rester en costume cravate à Koningui, comme on a vu dans les médias l'autre jour. Okay? C'est l'image que ça donne. Que c'est même, nous sommes même plus libres ici en prison. C'est-à-dire nous sommes mieux en prison qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, peut-être même il y a des gens à qui on doit de l'argent, ils ne peuvent même pas nous demander ça. Parce qu'on est en prison. Donc moi je voulais dire à M. Nanga que c'est un problème de réseau, de personnes. Parce que vous savez, tous ceux qui sont dans les positions de pouvoir, et surtout autour du président, c'est eux qui monnaient tout ça. Les gens ont compris qu'en allant payer, on sortait les documents, les dossiers, ça faisait traîner les procédures. Moi je crois qu'il y a une seule chose. Si on l'a fait, je crois que ça règle 70 à 80% le problème de détournement. Qu'on n'ait plus d'argent liquide au-dessus de 50 000 francs, tout doit se faire par virement, par carte de crédit, par chéquier. Vous allez voir que très rapide, puisque les flux vont être contrôlés à tous les niveaux, ça va diminuer plus de 70 à 80%. Merci. Et si après, on peut appeler chaque gestionnaire pour expliquer comment il a fait avec un salaire de 400 000 francs, il roule en Prado. Merci, on va faire ça 2 ou 3 gestionnaires. Et puis enfin, prenez les grosses légumes là, parce qu'il faut prendre ces baobabs là. L'opération où Hyper-V a fait ses limites, il faut passer à l'ouragan. Parce que l'ouragan déracine les baobabs. Merci Robert Mouté Abassa, merci Elie Smith, merci Philippe Nanga, merci à vous également à la maison. Bonsoir et à jeudi pour Entretien avec.